À la fac de Bordeaux, je prends mes 28 disquettes. Il fallait quand même 28 disquettes pour le mettre. C'est le bon chiffre. Ah ouais, c'est le vrai, ouais, je me souviens. 28 fois 1 méga 44, ce qui à l'époque était énorme. Je télécharge Linux, j'installe, je commence à installer, je prends un PC, puis je dis c'est pas mal. Les gens qui font de l'open source, c'est pas pour gagner le prix de la licence, parce que le prix d'une licence d'un OS propriétaire par rapport au prix d'un Airbus, c'est peanuts. Ce qui les intéresse, c'est le fait que ça soit maintenable sur des décennies, on va dire même jusqu'à la fin des temps, quoi. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Pierre Ficheux, qui est CTO de Smile ECS. Merci Pierre d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité surtout. C'est avec plaisir. J'ai l'habitude de commencer les podcasts quand c'est le cas par remercier la personne qui nous a mis en contact. Donc je remercie Clément Pellegrini qui est également venu sur ce podcast, qui est CTO de Carnot. Et voilà, ça va être un podcast qui va être sans doute un petit peu particulier parce qu'il va avoir une couleur, une dimension vraisemblablement assez technique. Voilà, on va parler beaucoup d'open source. Pierre, tu es un des spécialistes du Linux et de l'embarqué. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire comment tu es devenu l'un des pontes, voilà, de ces technos? Oui, avant tout, je suis un ingénieur, c'est-à-dire que j'ai démarré mes études à une époque où l'informatique n'était pas une science omniprésente comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas à l'époque d'école d'informatique. J'ai toujours aimé la technologie, donc j'ai fait une école assez connue qui s'appelle les Arts et Métiers, qui est une école très ancienne. Et j'ai fait un peu d'informatique là-bas, mais c'était de l'informatique assez peu accessible puisqu'on travaillait sur des cartes perforées. Enfin, c'est un peu la préhistoire de l'informatique, mais malgré cela, j'avais une telle passion qui datait du lycée d'ailleurs avant, puisque j'avais fait des premiers tests informatiques avec des vieilles machines quand j'étais en seconde au lycée Montaigne à Bordeaux. Et donc malgré les difficultés pour travailler sur ces machines à l'époque, j'avais ça dans le sang, quoi. Et donc malgré ma spécialité qui était plutôt au départ de faire du calcul de structure, j'étais censé calculer des ponts, mais le calcul des ponts, même à l'époque, c'était basé sur des codes de calcul, sur du langage informatique, et donc ça m'a permis de me détourner de tout ce qui n'était pas informatique et de faire surtout de la programmation, de la simulation, des choses comme ça, autour de la mécanique bien sûr, puisque c'était ma spécialité. Et puis après, j'ai su que j'avais pas forcément envie de calculer des ponts. Donc j'ai commencé à travailler dans une grande boîte société d'électronique qui est le groupe Thales, et j'ai fait de l'informatique adaptée à l'industrie déjà à l'époque. Là on est en quelle année là du coup? Là on est en 1986. Donc là en 86 l'informatique ça c'est quoi? C'est quand même mieux. Sachant que en général les établissements universitaires ne sont pas les mieux lotis au niveau du matériel. Quand je suis arrivé chez Thales, alors qui n'était pas Thales à l'époque, ça s'appelait Thomson CSF, c'est le groupe Thomson CSF, après ça s'appelait Sextant Avionics, et après ça a été intégré au groupe Thales, et c'est Thales Avionics aujourd'hui. Et donc j'ai découvert quand même des systèmes un peu plus modernes, Unix en particulier. Ça a été ma découverte mes découvertes de ma vie, c'est le système d'exploitation Unix, qui date des années 70, mais qui est toujours utilisé aujourd'hui. Si vous avez un Mac, vous utilisez Unix. Et Linux, évidemment. Et donc, j'ai pu commencer. Toi, c'est le fil rouge de toute ta carrière, du coup. Je n'utilise pas Windows, en fait. Je l'ai utilisé, non, je l'ai pas utilisé, on va dire. Non. Je peux pas. Donc, je suis arrivé, j'ai pu travailler sur des machines Unix,
qui étaient des calculateurs industriels. J'ai pu développer des choses intéressantes liées à du matériel, parce que j'ai toujours aimé quand même le matériel. Même si j'étais pas très bon en électronique à l'école, mais c'était l'électronique analogique, donc ça c'était pas trop ma tasse de thé. Ça c'est arrivé après le numérique. Donc j'ai pu travailler chez Thales sur des drivers déjà, des drivers, ce qu'on appelle des drivers. Donc c'est des petits morceaux de logiciel qui permettent d'interfacer le système d'exploitation avec le matériel justement. Et donc j'ai commencé à faire ça et ça m'a plu. Après, l'ambiance de la grosse société, je pense que c'était pas forcément ce qui me convenait le mieux. Donc, je suis resté quelques années là-bas. Et puis, j'ai intégré, étant de la région bordelaise, j'ai intégré toujours dans le même style, dans la fibre Unix, on va dire, une société qui existe toujours, qui s'appelle Lectra, qui est devenue une très grosse société aujourd'hui. Et j'ai continué de faire du développement Unix sur c'était des PC. Bon, chez Thales, c'était des calculateurs spéciaux qui coûtaient très cher. Chez Lectra, c'était des PC qui coûtaient aussi assez cher à l'époque pour rapport à ce qu'on paie aujourd'hui. Mais j'ai continué de développer là-dessus et d'intégrer donc des logiciels pour piloter des machines-outils. Alors c'est des machines-outils qui permettent de couper du tissu, du métal, donc du cuir pour l'industrie textile, l'industrie automobile. C'était un petit peu particulier. Et puis c'est là où j'ai découvert l'open source, c'est-à-dire qu'on a commencé à vouloir développer des systèmes. Il faut savoir que Lectra était une société qui fabriquait tout. On fabriquait nos machines, on fabriquait nos logiciels, on fabriquait nos calculateurs, on fabriquait tout. On fabriquait notre operating system, donc système d'exploitation qui s'appelait Milos, je me rappelle. L'OS aussi. Ouais. Qui s'appelait Milos comme l'île grecque, même si ça n'a rien à voir. Mais si quand même, je pense que ça a un petit rapport. Ah. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu, on faisait nos contrôleurs graphiques, on s'est aperçu que nos concurrents, eux, ils utilisaient des PC, donc qu'on pouvait plus suivre. C'est pas une petite équipe à Bordeaux qui allait être concurrencer des gens qui font des PC à la chaîne. À l'époque, il y avait déjà les Compaq, IBM et compagnie. Donc on s'est dit, on va faire autre chose. Et puis on s'était mis sur les calculateurs que l'on fabriquait. On s'était mis à vouloir utiliser Unix à la place de Milos déjà, parce que Unix, il y avait des capacités de communication qu'il n'y avait pas avec Milos. Et donc on a porté Unix sur ces machines. Et j'ai été embauché pour ça en fait. Comme j'avais travaillé sur Unix chez Thales et qu'à l'époque c'était une compétence qui était assez peu répandue, du moins les gens qui connaissaient le système, pas ceux qui utilisaient mais qui connaissaient comment fonctionnait Unix. J'étais embauché pour ça, je devais avoir 27 ans à l'époque. Et j'ai été intégré à l'équipe système et j'ai porté avec mes camarades de l'époque, j'ai porté Unix. Ça veut dire j'ai adapté le code source d'Unix, pas de Linux, d'Unix, qui coûtait $100 000 à l'époque. Je l'ai adapté aux machines de Lectra. Alors on s'est aperçu vite que on avait un OS qui fonctionnait. Mais... T'as précisé pas de Linux, d'Unix, ça aurait changé beaucoup de choses ? Non. Sauf que ça n'existait pas à l'époque, c'est tout. D'accord. Et donc on a dit il faut changer le matériel. Donc là, la plateforme qui s'imposait à l'époque, c'était le PC. Et donc on voulait faire de l'Unix sur PC. Et donc il y avait quelques fabricants. Alors le Unix n'était pas très développé sur PC, au sens IBM quoi. Il y avait beaucoup de fabricants à l'époque de stations de travail, ce qu'on appelait des stations de travail, donc des Sun, Silicon Graphics, IBM, HP, qui fabriquaient donc leurs machines et qui portaient, ils faisaient un peu ce qu'on avait fait. Bon, ils étaient plus gros et plus riches que nous, et ils portaient Unix sur leur matériel. D'ailleurs, on voit dans Jurassic Park, le premier Jurassic Park, on voit une Silicon Graphics avec une interface Unix. Bon, de l'époque, ça fait rire aujourd'hui. Mais c'était l'interface graphique de l'époque. Et donc nous, on s'est dit, on va faire pareil. Donc on a acheté des PC. Puis ce qui s'est passé, comme le PC est une plateforme relativement standard, il y a des éditeurs de logiciels qui sont arrivés. Qui nous ont dit oui, mais nous Unix on l'a déjà, il suffit d'acheter le binaire et vous l'installez, vous payez une licence bien sûr. Et puis moi ça nous excitait pas plus que ça parce que nous on avait
on avait cette volonté de développer beaucoup de choses en interne. C'était un peu la culture de Lectra. Bon, après, on la perdait un peu. On utilisait quelque chose qui était déjà fait, mais il fallait l'adapter quand même. Et donc, on a commencé à s'intéresser à un Unix qui pouvait fonctionner sur des PC. Donc, il y avait des Unix commerciaux. Des gens qui poussaient, dans les commerciaux aussi, poussaient fort la porte du directeur pour qu'on nous empêche de faire autre chose. Ça, j'en parlerai pas, mais bon, il y a eu des choses un peu douteuses. Et puis, il y avait Linux qui est apparu. Alors, il faut savoir que Linux est apparu en 1991, donc c'était très récent. Parce que moi, j'ai commencé chez Electra en 1990. Donc. Et puis, moi, j'ai vu ça un jour, grâce à un étudiant, d'ailleurs, qui s'appelle Eric Dumas, je peux lui rendre hommage aujourd'hui, qu'on se voit de temps en temps, et qui me dit, oui, il y a un truc là, un système d'exploitation, c'est gratuit, tu peux compiler, tout ça. Ah bon? Je dis, faut savoir qu'à l'époque, à part à l'université, il n'y avait pas d'internet. Donc, quand on était à l'université, on avait un accès internet. Quand on était dans une entreprise privée, en plus de 150 personnes, on avait un modem, et on récupérait nos mails, mais c'était tout, quoi. Donc on savait pas, tout simplement. Et donc j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Alors je vais à la fac de Bordeaux, je prends mes 28 disquettes. Il fallait quand même 28 disquettes pour le mettre. C'est le bon chiffre. Ah ouais, c'est le vrai, ouais, je me souviens. 28 fois 1 méga 44, ce qui à l'époque était énorme. Je télécharge Linux, je ramène ça chez Electra. Il te fallait 28 disquettes. 28 disquettes, ouais. J'installe, je commence à installer, je prends un PC, puis j'ai dit, c'est pas mal. Puis évidemment, mes collègues qui étaient un peu comme moi, un peu geeks, ils me disent, ah ouais, c'est vachement bien. Tout. Ça fonctionnait bien. Puis on prend bêtement 2 PC, on met un Unix commercial d'un côté, dont je tairai la marque. Et puis on pourra le deviner peut-être. Non, c'est pas super connu. Puis maintenant, c'est un bon OS, mais il tournait pas très bien sur PC. Il est pas fait pour. D'ailleurs, ils le font plus sur PC depuis longtemps. Et on met un PC Linux, le même, à côté, puis on fait tourner des applications, puis on voit que il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre, et pas celui qu'on croit, enfin, que certains espéraient, c'est Linux qui va beaucoup plus vite. Sur les architectures, on parle de 486, donc c'est vraiment, par rapport, aujourd'hui ça fait rire, c'est du 486, c'est vraiment les PC de très très bas de gamme, et qui avaient 10 mégas ou 20 mégas de disque, c'est quelque chose comme ça, quoi. Donc, puis bon, on fait venir le directeur, et puis on lui dit voilà, on sait faire ça, ça coûte rien. Bon, ça c'était un discours qu'il aimait bien entendre, comme tous les directeurs. Et il dit ça coûte rien, ça coûte juste, on va l'adapter, mais c'est pas comme... Ça coûte 28 disquettes. Oui, 28 disquettes. Mais une fois qu'on l'a, ça va. Ça n'est pas comme la dernière fois où on a passé des heures et des heures et des nuits à porter Unix sur nos machines, parce que ça existe, c'est un PC. On a les sources, on compile et ça marche, quoi. Alors, il y avait déjà ce qu'on appelle des distributions, c'est-à-dire que on pouvait télécharger des disquettes et on pouvait installer à partir des binaires. C'est-à-dire qu'en informatique, on a le code source et à partir du code source, on génère le binaire, on le compile en fait. Et ça peut poser des problèmes parce que si la machine n'est pas adaptée au code source, parce qu'elle n'a pas été prévue pour ça, il faut faire ce qu'on appelle du portage. Adapter le code parce que ça se compile pas, etc., etc. C'est des heures et des heures et des heures et du debug, etc. Là, non. Là, on téléchargeait Linux depuis le serveur de l'époque. On mettait ça sur un PC, hop, ça fonctionnait, quoi. Puis quand on avait besoin d'un composant spécifique, oui, parfois, il fallait le compiler. Mais c'était rien par rapport au volume de code qu'on avait déjà récupéré et qui fonctionnait, quoi. T'as dit qu'il y en avait un qui allait plus vite que l'autre. Oui, on avait fait. À l'époque, tu mesurais comment simplement, par exemple, on écrivait des gros fichiers sur le disque et ce qu'on appelle le driver ce qu'on appelle le système de fichiers, le file system sous Unix, celui de Linux qui avait été écrit par un chercheur français d'ailleurs de Paris, qui s'appelle Rémi Card. Là aussi, je lui rends hommage. Même si je l'ai pas vu depuis très longtemps, il avait écrit c'était sa thèse en fait d'état, et il avait écrit un système de gestion de fichiers qui était révolutionnaire, on va dire, beaucoup plus efficace que les systèmes commerciaux qui étaient faits par les éditeurs classiques. Il avait fait ça dans son labo et c'était sa thèse. Donc Linus Torvalds, l'auteur de Linux, avait trouvé ça sur Internet parce qu'il y avait à la fac ils avaient Internet.
Nous, on l'avait pas encore trop, mais eux, ils l'avaient. Il avait trouvé ça, il avait adapté ce driver, en fait, ce système de fichiers à Linux, qui est devenu d'ailleurs le système de fichiers par défaut. Et il allait beaucoup plus vite que le système de fichiers classique. Je sais pas si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qu'il avait de dans sa conception de révolutionnaire, du coup? Il était, alors je peux pas rentrer trop dans les détails. En fait, la gestion des fichiers, c'est des blocs, en fait, qui sont chaînés. Qui sont enchaînés. Un fichier, c'est un ensemble de blocs, et puis on vous dit, voilà, c'est tel bloc qui va pointer vers tel autre, etc. Et en fait, la gestion des blocs était largement plus optimisée que sur un système de fichiers classique qu'on avait sur les Unix standards, quoi. Ok. Pas tous, mais disons que ceux qui voulaient qu'on leur achète leur Unix, leur système n'était pas terrible. Il y en avait qui étaient bien meilleurs. Silicon Graphics, ils avaient un système de fichiers qui était exceptionnellement bon parce qu'ils faisaient beaucoup de traitement de l'image, même à l'époque. Ceux qui faisaient les Jurassic Park, là. Pour traiter les dinosaures, il faut un bon système de fichiers. Mais on pouvait pas le faire tourner sur un PC à l'époque. Donc nous, on était pieds et poings liés avec ce que nous fournit. C'est bien le problème du logiciel propriétaire, c'est que quand on achète un logiciel, un operating system, c'est un logiciel comme un autre. Eh ben, on est obligé de prendre ce que nous fournit l'éditeur. Sur Linux, on avait tout était déjà fait, mais à la limite, sur Linux, on pouvait choisir un autre système de fichiers si on avait envie. Mais celui-là fonctionnait très bien, donc on l'a gardé. Et puis on a écrit des gros fichiers, puis on a vu que on arrivait à dépasser largement le PC concurrent sur plein de choses, sur des calculs, sur la même machine, et sur un 486. Le seul problème qu'on avait, c'est qu'à l'époque, on commençait. Alors nous, on faisait de la CAO. Hein. Lectra faisait. On concevait des pièces pour des vêtements. Un patron, on appelle ça un patron. Et il y avait des logiciels de CAO. On faisait la pièce, et après, on avait des logiciels qui allaient optimiser le placement de la pièce sur le morceau le gros rouleau de tissu là, pour que, quand c'est du tissu qui coûte cher, pour que ça coûte le moins cher possible. Donc il y avait la CAO. Plus ce qu'on appelait le placement chez Lectra à l'époque. Et donc, il y avait toute une interface graphique, puisqu'il y avait quelqu'un à la souris qui bougeait les pièces, qui les traçait, etc. Bon, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, bien sûr, ça fait toujours. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez avancé. Hein. Lectra était leader mondial. Bon, là, ils le sont toujours d'ailleurs, parce qu'ils ont racheté leurs concurrents. Et voilà, donc il y avait un problème de driver graphique. Parce que dans un PC, dans un système informatique, il y a plein de drivers. J'en parle depuis tout à l'heure. Il y a le driver pour le disque, il y a le driver pour l'écran, il y a le driver pour l'imprimante. En fait, tout le monde parle de driver. Même quelqu'un qui est du grand public, il dit j'ai pas le driver pour mon imprimante, ou il marche pas, ou cette imprimante-là, elle fonctionne pas sur Mac, et il y a que le driver pour Windows. On entend souvent ça. Ça me parle pas mal, ouais. Ouais, voilà, moi j'entends ça. Alors c'est les fois où il faut pas dire qu'on est informaticien, parce que sinon, si vous êtes à un repas, on vous dit mais tu pourras passer chez moi pour essayer d'installer le driver. Il a dit non, je suis pas du tout, je suis prof de philo. Voilà, parce que ça c'est du vécu aussi. Et donc il y avait un fabricant de cartes graphiques qui à l'époque était révolutionnaire, qui s'appelait Matrox et qui était au Canada. Et il avait fait le premier GPU, donc vraiment évolué. Alors aujourd'hui, on parle d'NVIDIA, de gens comme ça qui font des GPU totalement délirants, quoi, au niveau des capacités. Mais même à l'époque, par rapport à ce qui existait, c'était beaucoup mieux que ce qui existait. Mais le problème, c'est que ces fameux Matrox, ils ne fournissaient que des drivers Windows. Et puis il y avait un développeur en Allemagne qui donc sur une distribution Linux qui s'appelait SUSE. Je sais pas si ça s'écrit SUSE, mais en allemand, je crois qu'on dit SUSE. Et puis il avait fait un driver, bon. Mais bon, on met ça sur notre PC, et puis ça fait on voulait faire une démo quand même, parce que c'est bien beau d'écrire sur le disque, mais tôt ou tard, il fallait faire de la CAO. C'était quand même le but. Et on devait faire une démo à notre patron. Et puis il y avait une énorme ligne qui était en travers de l'écran. Je m'en souviens toujours. Sur le bord, c'était une ligne blanche. Alors c'était pas pour des développeurs, c'est pas grave. Pour un patron ou quelqu'un du marketing qui voulait, c'était pas envisageable. Et là, c'était la grosse panique. Hein. On savait pas comment la corriger. C'était avant la démo, ça. Oui, bien sûr. Ah oui. On s'aperçoit de ça, donc grosse. Et puis moi, je prends contact avec le développeur, l'allemand, hein, donc justement, qui avait fait ça.
Je savais pas trop comment lui demander. Et puis, il m'a envoyé une ligne et il y avait, honnêtement, on a changé 3 caractères sur les centaines de milliers de lignes du driver, quoi. 3 caractères. C'était une manière de traiter une opération logique. Je me vois encore recevoir le truc. Je dis, tout ça pour ça. Je change la ligne et ça fonctionne. Et le gars, il a trouvé ça en combien de temps? Ah bah lui, il l'avait trouvé parce qu'il avait bossé beaucoup de temps. Mais le principe de l'open source, c'était justement de collaborer parce que peut-être qu'un jour j'aurais pu l'aider sur autre chose. Ça n'a pas été le cas, mais le fait est qu'il était gros spécialiste des drivers graphiques et que sur sa version de Linux ça fonctionnait et que sur la nôtre ça fonctionnait pas, quoi. Et donc il nous donne ça, je fais les modifs, je recompile l'ensemble, hop, ça fonctionne. Sauvé, on fait la démo et du coup on part là-dessus. Donc on part là-dessus et on commence à développer toute notre gamme de produits. Donc là, on est vers 95. Hein. Je suis rentré chez Electra en 90. Linux est apparu en 91, mais je le vois pas tout de suite, hein, parce que j'avais pas Internet de nouveau. Puis j'étais à Bordeaux, donc c'était caché par les vignes. Donc ça démarre en 95 en fait. 95, c'est vraiment le début de l'utilisation de Linux par des gens qui font de l'industrie. Mais la majorité, ils faisaient surtout du serveur web. C'est-à-dire qu'on mettait un PC quelque part dans une entreprise et puis on faisait un serveur web. Bon, un serveur web, ça n'a rien d'industriel, hein, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Et nous, on était vraiment les premiers à faire à baser, parce qu'il fallait comprendre que Electra, c'était une petite société qui n'avait pas toujours été en très bonne forme. On était une équipe de 4 ou 5 pieds nickelés, là, et on allait baser toute notre offre CAO, placement, enfin tous les outils qui vendent dans le monde entier, parce que évidemment déjà à l'époque la confection ça se faisait pas trop à Bordeaux, ça se fait plutôt en Asie, en Inde, au Vietnam, au Japon, enfin donc on vendait à tout le monde. Et on avait tout basé donc on avait tout changé, c'est-à-dire qu'on allait passer d'un environnement qui était ce qu'il était, mais qu'il connaissait bien, donc Milos, nos machines, puis Milos et notre Unix, mais bon qui était un peu, ça marchait pas très bien parce que c'était des processeurs un peu lents pour faire tourner Unix. On avait tout changé, tout redéveloppé, tous les logiciels. Donc, ils nous ont fait confiance, quoi. Et c'est un gros pari, là. Ouais, je rends hommage, en particulier au directeur de la R&D de l'époque, qui en plus est décédé, donc bon. Et ils nous ont fait confiance. Et puis bon, on a développé tout ça. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, faut savoir que les machines-outils, c'était totalement décorrélé. On parle d'embarquer, mais c'était pas de l'embarquer comme je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que les machines-outils, c'était décorrélé totalement de cette division qui faisait la CAO sur des PC, quoi. C'était, on concevait la CAO, on créait des fichiers de commande qu'on envoyait à la machine-outil. La machine-outil, elle utilisait ce qu'on appelle encore aujourd'hui un firmware. Donc, c'est un logiciel très bas niveau. Il n'y avait pas d'OS, en fait. C'est un logiciel fait pour un microcontrôleur qui allait piloter la tête de découpe ou la tête de tracé ou autre. Donc nous, on n'était pas du tout dans cette équipe. Vous étiez sur la partie vraiment CAO. On était en amont, quoi. On était sur la partie CAO. On n'aurait pas pu mettre Linux à l'époque dans la machine. C'est possible aujourd'hui, hein. C'était pas possible à l'époque. Et donc on fait tout ça. Et il y avait, un certain nombre de gammes de produits. Il y avait des gens qui voulaient faire du C++. Il y avait donc langage. Des puristes, hein, qui disent que c'est vachement mieux que le C. Bon, c'est sûrement vrai. Hein. Les gens qui font du système, ils font plutôt du C, parce que Linux, il est écrit en C. Donc on développe parce que ça se fait pas comme ça. Quand on fait une CAO, il faut faire, des bibliothèques qui permettent de simplifier le travail des gens. C'est-à-dire que bon, pour tracer une pièce, chaque fois on va pas refaire tout l'algorithme, hein. Il y a un algorithme dans des bibliothèques, hein, on appelle ça des bibliothèques, library en anglais, et on fait des bibliothèques, et suivant le framework qu'on utilise, et si c'est du C++, c'est pas le même framework que si c'est du C. Donc on commence à faire 2 frameworks entre 2 équipes un peu concurrentes. Je me rappelle, ils étaient dans 2 ailes séparées de la R&D, et parfois ils se disputaient gentiment, hein, mais bon, c'était des querelles de technologues. Ouais, le C++, ça, on sait pas ce que ça génère, c'est lent, machin. Ah oui, mais le C, c'est fait pour faire le noyau Linux, et puis c'est tout. Bon, grosse dispute. Parfois, ça pouvait monter un peu. Et donc, on prend des bibliothèques sur Internet,
Et puis on prend ça, pareil, à un moindre niveau, on base toute notre CAO sur des projets qu'on trouve sur Internet, donc qui sont faits par des gens qu'on ne connaît pas, qui semblent être efficaces et fiables, en test évidemment. Et l'autre équipe, en fait, eux ils disent non, nous on va tout refaire à partir de zéro, donc ils feront leur bibliothèque graphique, tout. Moi c'était plus simple en fait, l'équipe qui faisait la CAO conception de vêtements, ils avaient beaucoup plus de contraintes de graphique en fait que l'autre équipe qui faisait du placement, c'est-à-dire qu'ils prenaient les pièces et puis ils les faisaient bouger, c'était un peu différent. Les autres ils concevaient, c'est compliqué quand même vêtements. Il y a tout un tas, j'y connais pas grand-chose, mais enfin en vêtements. Il y a tout un tas de choses, hein, les doublures, il y a la ligne de ça et ça. Donc là, c'est l'une des premières fois où tu vois la puissance de l'open source, quoi. Oui, parce que en fait, on n'aurait jamais pu. Alors, c'était un gros risque, mais si on était parti sur une solution propriétaire, on n'aurait jamais pu le faire. On n'avait pas l'argent, on n'avait pas les moyens. On avait déjà payé 100 000 $ pour les sources d'Unix, qui vont vraiment, honnêtement, ça nous a appris comment ça fonctionnait, mais on ne s'en est jamais vraiment servi. On a vendu 3 machines parce que c'était pas utilisable. Avec nos contrôleurs graphiques de l'époque qu'on faisait nous-mêmes, c'était. Et là, on n'avait pas le choix de toute façon. Soit c'était Unix, soit Linux, ça passait, soit au revoir, quoi. Et puis on a développé ça. Ça a une gamme de produits qui s'est vendue. Hein. Ça a eu un certain succès, et puis au bout d'un moment, il y a eu un changement de direction, on va dire. Et donc, il y a un nouveau directeur qui était très, très, très ami avec Microsoft. Et après, c'est son droit. Hein. Et donc, oui, j'ai lu encore ce matin sur Twitter, non pas sur Twitter, sur LinkedIn, que Lectra avait signé un accord avec Microsoft pour Azure, hein, pour le cloud. Donc, ils sont depuis très... Donc, ils sont toujours copains. Ouais, mais moi, je respecte. Si on m'oblige pas à être ami avec Microsoft, je respecte ceux qui le sont, c'est pas un problème. Et puis maintenant Microsoft, ils font beaucoup de Linux, hein, faut le savoir. Hein. Dans notre groupe de réflexion, j'en parlerai après, mais on a un groupe de réflexion au niveau du pôle de compétitivité systématique Île-de-France. Il y a une personne de Microsoft, c'est quand même. C'est quoi ce pôle de... J'en parlerai après. C'est un pôle qui permet de faire financer des projets par l'État, des projets de R&D. Et nous, on est sur le pôle open source, et donc qui ne traite que des projets open source. Donc à l'époque, on m'aurait dit que je travaillerais avec quelqu'un de Microsoft dans un pôle de compétitivité open source. J'aurais dit ouais, bien sûr. Mais bon. Bref, ce monsieur arrive. Puis d'un autre côté, heureusement qu'il est là, parce qu'en fait, on n'avait plus d'argent, mais pas à cause de Linux, hein, à cause des dirigeants de l'époque, qui vivaient, on va dire, sur un certain un peu trop sur le luxueux, on va dire, par rapport à ce qu'on gagnait, quoi. Ils dépensaient beaucoup plus que ce qu'on gagnait. Alors forcément, au bout d'un moment, ça finit par se voir. Donc ce monsieur qui est un financier, il arrive et il dit voilà, Microsoft, c'est beaucoup plus facile de faire ça avec Windows, puis c'était en 98, donc il y avait Windows. Il y a un tout gros truc qui est arrivé en 95, c'est Windows 95, qui était vraiment honnêtement, c'était une révolution pour les gens qui faisaient du Windows, parce que Windows 3.1, ça ne fonctionnait pas très très bien. Windows 95, c'était une réécriture. Enfin j'ai pas les codes sources de Microsoft, mais c'est beaucoup de travail. Et après Windows 98, etc. Et ce monsieur, il dit on va tout refaire avec Microsoft. Écoute, ça prend du temps quand même, de tout refaire, même avec Microsoft. Je sens que c'est le moment où tu as décidé de dire au revoir. En plus, mon fameux directeur de la R&D, là, que j'aimais beaucoup, il s'entend pas avec lui, parce que lui, ce directeur, c'était un Bordelais, un gars des vignes, quoi, très, très un peu rustique. Fêtard, rustique. L'autre, c'est un financier parisien. Ça colle pas. Ça colle pas du tout, donc il démissionne. Et 3 mois après, lui étant parti et Windows arrivant, je démissionne aussi. Un départ, une arrivée. Je démissionne aussi. Pourquoi ? Parce que je veux pas utiliser Windows. On me dit, alors on me regarde avec des yeux ronds. Chez Electra, quoi, parce que j'étais quand même directeur du groupe système. J'étais devenu directeur responsable du groupe système. Donc je chapeautais tous les développements
qui n'étaient pas des développements applicatifs à la R&D. C'est-à-dire que moi, je faisais pas de CAO parce que j'ai pas ces compétences. Je fournissais les outils, l'OS, les bibliothèques, etc., etc. Donc j'étais quand même un bon poste. Pourquoi tu t'en vas? Je m'en vais parce que je veux pas utiliser Windows. Mais c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Je m'en vais. Ok, je suis parti. Je suis pas allé loin d'ailleurs. Je suis allé dans une autre société qui était juste à côté, qui aussi voulait utiliser Linux. T'as traversé la rue. Ouais, c'est ça, exactement. C'était à Cestas, à côté de Bordeaux, donc dans la même zone industrielle. Une entreprise qui s'appelait ComOne. Alors pourquoi elle s'appelait ComOne? Il faut savoir que sur les PC, les anciens PC, la prise sur laquelle on branchait un modem, donc un boîtier qui permettait de se connecter à Internet à l'époque, c'était marqué COM1 dessus. ComOne. C'était la com numéro 1, et puis après il y avait la com numéro 2. Et donc la personne qui avait fondé cette entreprise, qui fabriquait, c'était un ancien de France Télécom, qui fabriquait des modems, qui avait conçu des modems, et puis qui en a fait après dans sa société, hein. C'était son métier. Il en a d'ailleurs après vendu à France Télécom pour l'offre Internet. Hein. Et ben il avait appelé sa société ComOne en hommage à ce port de communication. Bon, c'est pas un très grand public, mais bon, c'était intéressant. Et puis il me dit je veux faire du Linux, je veux faire des set-top box. Alors, une set-top box, c'est une télévision numérique en gros. Et puis bon, en fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, que je vois encore, hein, qui s'appelle Jacques Sobad. Et puis il me dit on va faire ça. Puis bon, j'arrive là-dedans, il y avait plein de gens qui étaient installés, un peu comme une PME, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. C'est une famille, et dans les familles, on se dispute. C'est fatal. Un repas de Noël, ça finit toujours mal. Là, c'était une petite société, 40 personnes. Donc il y avait des petites... moi, j'arrivais, je venais de l'extérieur, je venais d'une plus grosse entreprise, j'avais les faveurs du patron qui m'aimait bien... Donc ça crée des jalousies, et du coup on lui dit non, faut pas faire ça, faut pas utiliser Linux. Bon, puis bon, je suis pas resté très longtemps, pendant un peu plus d'un an, ça a été ça quoi. Ah non, faut pas utiliser. Alors j'étais un peu au placard, on va dire, je m'amusais, je faisais des trucs, je faisais des tests, j'ai fait un système de vidéosécurité avec le fils du patron, d'ailleurs qui existe toujours, qui s'appelle ViewSurf, parce que le fils du patron, Nicolas, que je salue aussi, il était fanat de surf. Il est toujours, hein, d'ailleurs, fanat de surf. Il me dit, il y a un truc que je voudrais faire, c'est savoir, quand je pars de Bordeaux pour aller dans les Landes, ou enfin, faire du surf, voir s'il y a des vagues ou s'il n'y a pas des vagues. Donc ce que je voudrais faire, c'est mettre une caméra sur la plage, me connecter à la caméra, et puis voilà, s'il y a des vagues, j'y vais, s'il n'y a pas de vagues, je reste à Bordeaux. Et il me dit, je dis, ça doit pas être bien compliqué. Alors, on avait déjà des équipements de vidéosécurité pour surveiller, qui fonctionnaient par modem, hein, pour surveiller des bâtiments ou autres. On appelle ça des viewcom, ça s'appelait. Je lui dis, tu mets un viewcom sur la plage, tu l'appelles avec un PC Linux, parce que tu peux beaucoup plus facilement programmer un PC Linux qu'un PC Windows. Tu mets ça dans ton garage, et puis tu répatries tes vidéos, et puis t'en fais toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, toutes les heures, tout ce que tu veux. Hein. La nuit, t'en fais un peu moins, évidemment. Tu peux même faire quelque chose en temps réel. Moi, j'avais développé un système, ce qu'on appelle le live. Hein. J'avais développé ça comme ça pour m'amuser. Et puis on fait ça, donc il me dit c'est chouette. On monte un site viewsurf.com qui existe toujours. Hein. Et lui, il part créer sa société ViewSurf. Du coup, il quitte son père. Et il part vers Sarcelles, il reste pas mal de temps, c'est devenu une société à Bordeaux. Il me dit, tu veux venir? Non, je lui dis, écoute, non. Moi, ça m'amuse comme ça, mais... Donc en fait, sur la base de ce petit truc. Alors après, ça a été refait, hein, parce que là, on parle de 80, 98, 80. Bon, mais il y a un truc que j'aime pas, c'est faire toujours la même chose. Une fois que je l'ai fait, ça m'intéresse plus, en fait. J'ai fait des sites web, j'étais parmi les premiers à faire des sites web en 95. Des sites web, des pages web, quoi. Bon, je fais un serveur sur la ville d'Arcachon, parce qu'à l'époque, j'habitais à Arcachon. Je fais un serveur sur web sur Alfred Hitchcock, parce que j'adore Alfred Hitchcock. Je fais ça, puis bon, j'en ai fait 2. Je me suis dit, c'est toujours pareil, en fait. Donc, j'ai arrêté, j'en ai plus fait. C'était un peu pareil, j'avais fait... Ça fait 40 ans que tu fais du Linux. Oui, mais Linux, c'est une souche. Après, c'est une base. Après, on peut faire plein de choses différentes. Je te provoque. Hein. Ouais, je sais. C'est comme si tu dis, ça fait 25 ans que tu es cuisinier, mais entre la cuisine, c'est une richesse immense. Ou la musique, hein. Enfin, il y a plein de choses comme ça.
Donc je dis non. Enfin, bon. Et en 40 ans, là, c'est les 3, 4, 5 projets les plus complexes ou les plus fous que t'aies fait? Bah complexe, j'en ai fait. Ou marrant, parce que ViewSurf, c'est marrant. ViewSurf, c'est génial. ViewSurf, c'est un truc, c'est improbable, hein, parce que en fait, pour la petite histoire, à l'époque, je viens d'en parler, j'ai fait un site pour la ville d'Arcachon. Bon, j'habitais à Arcachon parce que le temps que je fasse mes travaux pour ma nouvelle maison, j'ai toujours ma maison à Arcachon. Et puis j'y ai vécu quelques mois. Puis j'ai dit, tiens, je vais faire un site web sur la ville d'Arcachon. À l'époque, personne n'avait de site web, faut le savoir. Maintenant, n'importe quel patelin, il a un site web. À l'époque, personne n'en avait. Je fais ça dans mon garage. Même Sud-Ouest, ils étaient venus m'interviewer dans mon garage pour me dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, je fais un site web. Un site web, ça sert à quoi? Ben voilà, ça sert à ça, etc. Et puis j'ai fini par être connu grâce à Sud-Ouest, donc le grand journal du Sud-Ouest de Bordeaux, hein, quand même. Enfin, je me moque un peu, mais c'est quand même un journal connu. Et ça finit par être connu dans le département. Et donc le fameux Nicolas, il me dit, bah écoute, non, il m'appelle, il me dit, vous travaillez pour la mairie d'Arcachon? Je lui dis non, je fais un système qui enregistre les vagues et tout. Je lui dis ah bon, vous avez fait ça? Il me dit oui, j'ai une caméra, je vais sur site, j'enregistre la vidéo et puis après je la mets sur mon PC et après je la mets sur Internet. Je dis mais vous rigolez, on peut faire beaucoup mieux. Et c'est là où je lui explique, tu prends un outil, le Viewcom de ta boîte, hein, enfin de la boîte de ton père, tu le mets sur la plage, etc. Tu développes ça. Il me dit ben ok, on le fait, donc on le fait. Et j'étais pas encore embauché en fait chez Comone. C'est grâce à ça que j'ai été embauché. Il a dit ce mec tu l'embauches. Il a dit à son père. Ce gars-là, tu l'embauches. Le storytelling de l'embauche. Ouais, c'était dans la chronologie, c'était ça, quoi. Sauf que ça a duré un peu plus parce que comme j'avais pas grand-chose à faire parce que il y avait des guerres, je faisais du ViewSurf, quoi. J'améliorais le service. Puis après, ViewSurf, c'est devenu une entreprise et là, j'ai quitté. Alors, j'ai eu la chance pendant mon court séjour à Comone de rencontrer des gens de la société américaine Red Hat, donc qui est devenu l'éditeur numéro 1 de Linux. Donc ils vendaient, alors après ils faisaient de l'open source, mais de toute façon l'open source n'est pas incompatible avec l'argent. Ils vendaient une distribution Linux à des entreprises. Et donc par une relation qui faisait partie de la communauté Linux en France, qui me dit bon bah tu veux pas travailler chez Red Hat. Bon. J'étais toujours à Bordeaux, j'en avais un peu assez d'être toujours à Bordeaux. Il dit le seul problème c'est que c'est à Paris. Bon, je dis ok, je vais à Paris, je fais des allers-retours. Et je reste chez Red Hat. Bon, je commence à. Alors, le gros intérêt, c'est que quand même. Donc là, tu bascules vers. Enfin, là, c'est vers de l'expertise. Ouais, alors non, justement, je croyais. Ah. Et puis, on me dit, oui, bon, tu vas faire ça, tu vas être responsable technique de Red Hat France, truc. Bon. Je pars là-bas, bon. Et puis, je finis par m'en rendre compte que je faisais de l'avant-vente. Alors, c'est pas un truc que j'aime bien faire ça aujourd'hui, mais à l'époque, j'aimais pas du tout. Je n'aimais pas du tout faire ça. Je n'aimais pas du tout faire du commerce et travailler avec des gens qui font du commerce. Donc honnêtement, je m'ennuyais. Par contre, j'étais très très bien payé. Et à l'américaine, c'est-à-dire que les Américains, quand t'es pas content et qu'ils ont envie de te garder, ils te doublent ton salaire, un truc comme ça, quoi. Ouais, allez, tiens, t'es pas content, boum, allez, une prime. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Il faut que je m'amuse. Alors pareil, au bout d'un an, je m'en vais et puis ils me disent mais je comprends pas, tu gagnes bien ta vie. Bah oui, mais je m'ennuie, donc je m'en vais. Parce que c'est toujours ça, moi je m'ennuie, je m'en vais. C'est un leitmotiv. Donc, puis je rencontre une personne qui était chez Thales. Mais Thales, c'est Information Système, donc la division qui faisait du service chez Thales, à Lyon, et qui me dit, voilà, je veux monter ma société. Et un soir, on se rencontre un peu comme dans les films, dans le quartier à Bastille, hein, puis... Alors, on se rend compte comment dans les films ben parce que oui, mais ça fait un peu. On dit que le film OSS 117, il a été conçu dans un bar, le Bastille, là, sur la place de la Bastille, par le réalisateur. Il a rencontré Jean Dujardin, il a dit voilà, on va faire ça, etc. Il paraît que c'est vrai. Bon, ben nous, c'était pas OSS 117, mais pas loin. Pas loin, t'es pas loin d'ailleurs. Physiquement, on n'était pas loin, on était qu'à 200 mètres, et puis dans un resto qui n'existe plus. Elle me dit tiens, alors ça, en fait, c'était un commercial qui vendait des bases de données
chez Impress, maintenant c'est IBM en fait, qui vendait des bases de données et qui était venu me vendre des bases de données quand j'étais chez Electra. J'avais sympathisé avec lui, parce que c'était de l'open source quand même. Enfin, partiellement de l'open source. J'étais resté en contact et il m'appelle, il me dit oui, je connais un gars de chez Thales, il veut monter sa boîte, mais bon, il cherche des gens, il veut un directeur technique, déjà, ça y est, on raccroche. Ça y est, on y est. Il veut un directeur technique. Puis ce soir-là, je sais que j'avais un truc, j'étais occupé. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais occupé, et puis je dis, écoute, non, ça ce soir, j'ai un rendez-vous, bon, j'ai un repas, etc. Ce qui était vrai, j'avais un repas. Donc je fais mon repas, puis au milieu du repas, je reçois un coup de fil du fameux commercial qui me dit, mais bon, Patrick, il est là, le gars qui veut montrer la boîte, OpenWide. Enfin, on savait pas encore ça s'appelait comme ça. Il est là, il est dans ton quartier. Je dis, bon, allez. Je quitte mes hôtes. J'ai écouté, bon, j'ai eu une urgence, je vais remanger dans un autre resto. J'ai mangé 2 fois ce soir-là. Et en fait, un gros feeling passe avec la personne en question, donc ce Patrick, hein, qui était de chez Thales, qui s'appelle Patrick Bénichou. Alors aussi, je lui rends hommage. Hein. Il va le voir parce qu'il est sur LinkedIn. Donc. Et ça aurait pu très mal se passer. Parce que d'abord, j'avais pas prévu de... Pour moi, je suis quelqu'un d'assez strict. Je suis un peu un Terminator, quoi. Quand j'ai programmé de faire quelque chose, je le fais. Et là, il avait un peu perturbé mon planning. Et j'avais pas prévu de manger avec lui. D'ailleurs, j'avais déjà mangé. Et je me suis dit, il a intérêt à être sympathique parce que sinon, je vais partir, quoi. Enfin bon, de nouveau. Et puis non, très bon feeling. Voilà, on va faire ça. Je lui dis ok. Je lui dis c'est super ton idée. Ce que font aujourd'hui plein de boîtes. Il y a plein de boîtes qui font de l'open source aujourd'hui, du service autour de l'open source. Il y en a plein. Mais à l'époque, il y en avait pas beaucoup. C'était en 2000. Hein. Donc il n'y en avait pas beaucoup. Ça fait 22 ans. Je lui dis ok, mais moi je peux être ton CTO parce que je connais bien Linux. Mais il y a un truc, il y a une condition, c'est que moi je veux faire de l'embarqué avec Linux. Mais vraiment de l'embarquer. C'est-à-dire que je veux aller chez Thales. Il venait de Thales. Je veux aller chez Safran, je veux aller chez Airbus et leur dire, voilà, à la place d'utiliser des systèmes propriétaires pour faire des bandes de test, pour faire, alors pas du logiciel de vol, parce que là c'est pas possible, mais pour faire des équipements annexes au logiciel embarqué dans l'avion. Je sais pas, par exemple, tout ce qui est, tous les écrans de vidéo pour regarder des films dans un avion, c'est du Linux aujourd'hui, hein. J'ai dit, moi, je veux faire ça. Je vais utiliser Linux pour de l'embarquer, des choses qui sont industrielles. Parce que pour l'instant, j'en ai fait, mais c'est pas vraiment de l'embarquer, c'était sur du PC. Et il me dit, ah bon, on peut faire ça, ouais. J'ai dit, ouais. Mais écoute, hein. Je dis, de toute façon, c'est simple. Hein, soit tu me dis oui, soit tu me dis non. C'est pas un problème. Hein. Je reprends mes billes. Enfin, j'avais même pas de billes parce que j'étais venu comme ça. Je repars à Bastille, chez moi, et puis voilà. Donc, il me dit, ok, bon, écoute, on voit. Et puis si ça marche pas, bon, ok. Donc je quitte Red Hat. Là aussi, je quitte Red Hat de nouveau. Enfin, pas de nouveau, je quitte Red Hat. Il y avait un nouveau chef qui venait d'arriver 8 jours après. Avant, il me dit, mais c'est de ma faute. Non, pas du tout. Je vais monter ma société. Bon, ok. Donc on commence ça. Et puis c'était difficile parce que monter une société, moi j'avais jamais monté de société. J'avais toujours travaillé dans parfois des PME, parfois des grands groupes, parfois Red Hat, mais c'était aux États-Unis, ça avait été créé, puis c'était la bulle Internet. Ils avaient des millions de dollars, des centaines de millions de dollars en banque. Red Hat. C'était hallucinant, quoi. Alors à l'époque, ils vendaient rien, parce que c'était de l'open source et ils démarraient leur truc, quoi. Et donc, nous, Français, c'était pas la même dimension. On allait voir les banques, ils nous disaient, ouais, si vous avez de l'argent, on vous en prête, hein. Donc, difficile, hein, de démarrer. Mais quand même, on démarre, je me souviens, un premier client, qui faisait de l'embarqué, vraiment. C'était une filiale de Thales qui était aux États-Unis et qui faisait justement des systèmes de vidéo pour les cabines, pour passer des vidéos, pour les passagers, quoi. Donc on discute avec ces gens-là et puis on dit ah oui Linux c'est bien, etc. On commence à faire. Bon, je pense qu'on n'a pas conclu sur cette affaire-là parce qu'ils étaient en Californie, c'était un peu compliqué. Mais puis à l'époque, il n'y avait pas Skype et tout, enfin même pas Skype, Google Meet et tout, c'était pas facile. Mais ça nous a fait connaître auprès du groupe Thales. Et donc on a travaillé beaucoup avec le groupe Thales au début. Ça nous a sauvés, parce que sinon on serait mort. C'était votre premier client? On faisait 25% ou 30%, 40% de chiffre avec eux.
Sauf qu'à un moment, ils ont dit, ah ben non, finalement, on n'a plus trop envie, donc on s'est dit, on va mourir. Là, on va mourir. Mais on était suffisamment connus, suffisamment aguerris sur le côté. Et puis Patrick, c'est un redoutable gestionnaire, hein, vraiment. Il est excellent, quoi. Et donc, il arrivait toujours à avoir des contacts, à dire, ah bon, mais attends, on va voir, je connais machin, un truc. Dans un autre grand groupe, on va être... Parce que le problème des gars... Alors là, du coup, t'as quitté Red Hat, tu faisais de l'avant-vente, t'aimais pas ça. Ouais. Et là, je faisais la technique. Parce que j'étais directeur technique, mais j'étais tout seul ou presque. J'avais 3 ingés, donc je faisais de la technique. Mais j'imagine que tu faisais un peu d'avant-vente aussi, oui, parce que là, quand tu démarres, faut aller vendre les projets aussi en avant-vente. Ouais, mais c'est pour la bonne cause. Quand c'est ta société, si tu veux. Alors moi, j'avais pas mis d'argent, j'en avais pas, de toute façon. Mais le but, c'était que je sois payé à la fin du mois, quoi. Donc là, ça motive un peu plus que quand tu es dans un grand groupe. Donc on commence à être connu et être référencé, ce qu'on appelle référencé, parce que dans la grande boîte, si t'es pas référencé, eh ben tu peux pas travailler avec eux. Et donc on s'est fait référencer chez Thales, on s'est fait référencer chez Airbus, et là on a commencé à travailler vraiment, quoi. Et donc c'était des projets au forfait que vous faisiez? Alors un peu des deux. On faisait surtout du forfait. On n'arrivait pas à faire de la régie à l'époque. Ceux qui faisaient de la régie, ce qu'on appelle de l'assistance technique, faut pas dire de la régie. C'était des grosses sociétés de services, des Capgemini, des gens comme ça. Et nous, on n'était pas assez gros, en fait, pour faire ça. Parce que les gens, ils voulaient des gros plateaux avec 50 ingénieurs qui faisaient du C++. Et quand t'as comme client Airbus et Thales, sur les projets au forfait, j'imagine t'as bossé sur pas mal de projets confidentiels défense, secret défense. Alors secret non, parce que après si tu veux faire du secret, j'avais été secret, j'avais été confidentiel défense chez Thales, mais on a très peu travaillé sur du CD ou du CD, ouais, assez rarement. Travaillé pas mal sur du civil parce que c'est des groupes qui font du civil aussi. Bon, on a fait de tout, hein. On a fait aussi du militaire, mais de nouveau, nous on faisait pas d'application, on faisait le système, on l'intégrait sur du hardware, on leur donnait de quoi développer et eux ils développaient. Nous on était ce qu'on vendait, c'était open source. On pouvait le mettre sur internet, c'était pas un problème. Ce qui est pas open source et ce qui peut être gênant, c'est l'application elle-même, qui est une application militaire ou télécom, ou qui est sensible. L'OS, il est pas sensible, l'OS. Enfin, après, il y a les problèmes de sécurité, mais ça, c'est pas un problème c'est un autre sujet. L'OS, c'est un service, en fait. Faut le voir comme un service. Le principe de l'open source, c'est ça. C'est de dire, tous les composants, en fait, à partir du moment où un composant peut être utilisé par des gens qui sont concurrents, on considère que c'est un service. Et que c'est pas la valeur ajoutée dans l'entreprise. C'est vrai. C'est vrai. Chez Electra, c'était une ineptie de travailler sur un operating system. On le vendait pas, l'operating system. On vendait les applications. Donc, quelque part, le nouveau patron que j'ai quitté parce que je voulais pas faire de Windows, il avait raison. On a pris du Microsoft de A à Z. Tout est Microsoft, il y a tous les outils. Maintenant, il y a le cloud, etc. Et on s'est focalisé, ils se sont focalisés, parce que moi, j'étais plus là, sur les applications. Et même les frameworks qu'on a testés au début, qui permettaient d'écrire des applications, Microsoft, ils fournissent tout ça. C'était déjà fait, il n'y avait rien à faire. Ils avaient même des applications, des outils qui permettent de construire des interfaces graphiques toutes seules. C'était beaucoup, beaucoup plus efficace. Mais moi, ça m'intéressait pas, ça. Moi, je voulais faire, ce qui m'intéresse, c'est l'operating system. C'est les couches, ce qu'on appelle les couches basses. On dit le bas niveau, mais c'est pas très flatteur. Donc, on dit les couches basses. Et ça, c'est encore aujourd'hui, je travaille avec pas mal de projets avec des gens qui sont concurrents. Et je leur dis, à partir du moment, et ils l'entendent, souvent, à partir du moment où vous pouvez utiliser la même chose que votre concurrent, à quelques lignes près, bah, c'est pas ce que vous vendez. Ce que vous vendez, c'est votre valeur ajoutée. Vous faites un satellite, par exemple. Il utilise un OS. Bah, l'OS, c'est pas ce que vous vendez. Parce que votre concurrent, il achète le même. Vous vendez votre application. Là, par contre, c'est ce que vous vendez à votre client. Une application de télécom, d'imagerie, de militaire, de whatever. Et en fait, c'est ça l'idée. Et c'est ça qu'on a développé chez OpenWide et après chez Smile, qu'on fait toujours aujourd'hui. C'est de dire, en gros, on va vous fournir de quoi développer vos applis. Après, si vous savez pas les faire sur vos spécifications, on va les développer. Ou, pour le coup, il y a quelqu'un qui va venir, plusieurs personnes qui vont venir chez vous pour les développer sous votre
votre surveillance avec vos spécifications, parce que nous, on n'est pas du métier. On s'est développé, c'est tout ce qu'on sait faire. Mais par contre, l'OS que vous allez utiliser, c'est peut-être le même que celui que va utiliser un autre concurrent, mais c'est pas un problème du tout. Pas du tout. Tout est générique aujourd'hui. C'est pas du tout comme avant. Même le hardware est générique aujourd'hui. On achète un module, une petite carte qui ressemble à une carte mémoire. On achète une carte d'évaluation, on teste, on installe Linux dessus avec ce qu'on appelle un BSP, un Board Support Package, qu'on télécharge sur Internet. Et puis tout le monde peut faire la même chose. Tous ceux qui achètent le module, ils téléchargent le même logiciel. On teste, on fait sa carte, on adapte un peu le BSP, un peu beaucoup parfois. Ça, c'est notre boulot. Et après, les applications, mais c'est pas ce que vend l'utilisateur. Enfin, le client, il vend pas l'adaptation du BSP. Le client final, il s'en moque quand vous achetez une automobile. Il y a des automobiles qui utilisent Linux sur le tableau de bord, ce qu'on appelle Automotive Grade Linux. Au Japon, Toyota l'utilise beaucoup. Celui qui achète une Toyota, qui est Linux, ou il s'en moque, il veut que ça fonctionne, c'est tout. Pareil pour les télévisions, les set-top box, ça c'est du Linux. Enfin, certaines télévisions, c'est des dérivés de Linux qu'on appelle Tizen. Mais sur les télévisions numériques, c'est quasiment, soit c'est du Linux, soit c'est de l'Android. Et Android, c'est assez proche de Linux. On va pas faire de guerre aujourd'hui, mais ça ressemble beaucoup. Et donc, le service, l'OS, c'est un service. Nous, on vend le service de vous fournir un OS qui est adapté à votre matériel. On vous fournit de quoi développer. Après, soit vous développez vous-même et ça s'arrête là. Bon, en général, avec les grands groupes, c'est ce qui se passe parce qu'ils ont des équipes de développeurs. Avec des PME qui passent ce qu'on appelle de bare metal. C'est-à-dire le bare metal, c'est quand on programme directement sur une cible matérielle, sans OS, une application. Ça se fait encore. Le gros avantage, c'est que c'est très rapide. Pas rapide au sens performance. Le gros désavantage, c'est que si tu changes de plateforme, faut tout refaire. Donc, on met une couche qui s'appelle un OS. Et les OS, ils ont plus ou moins évolué. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'aperçoivent que mettre Linux, même sur une petite carte pas très puissante, enfin, aujourd'hui, même les petites cartes, elles commencent à être assez puissantes. Les calculateurs, c'est assez puissant. On a tous des téléphones. C'est un truc extrêmement puissant, un téléphone. Et ça utilise un OS qui est similaire à Android, c'est un noyau Linux. iOS, c'est pas un noyau Linux, mais c'est quelque chose qui ressemble, qui s'appelle FreeBSD, qui est un concurrent de Linux, un peu tripatouillé par Apple, mais comme toujours. Mais ça fonctionne très bien, ça saurait si ça fonctionnait pas. Donc voilà, on leur vend ça, quoi. Ça arrive assez rarement qu'on redéveloppe une application. Ça va peut-être là, mais justement, ces derniers jours, on a pas mal de PME qui migrent vers du Linux et qui se disent nous on sait pas faire, alors on va au moins la première application vous avez la développer. Mais dans le monde de l'open source et dans notre ADN OpenWide puis Smile, encore aujourd'hui, ce qu'on essaye, c'est que en tout cas dans notre division, c'est que les gens soient autonomes. On va pas vendre une prestation, on va développer toutes vos applications parce que c'est pas. D'abord, au bout d'un moment, on s'ennuie et puis comme c'est pas notre métier. Ah, vous les clients et la main. Voilà. Derrière, on va le former. Moi, je suis un formateur émérite de chez Smile. J'écris toutes les formations, j'en fais beaucoup. C'est une grosse partie de mon activité. On forme le client. Aujourd'hui, ton rôle. Formation, avant-vente. Je fais beaucoup de choses en fait. Je fais beaucoup de choses. Je fais de l'avant-vente, de l'assistance aux commerciaux, mais parce que des commerciaux que j'aime bien. Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux-là, je les aime bien. Non, mais c'est des commerciaux qui connaissent la technique. Parce que tu vends pas des systèmes embarqués si tu connais pas la technique. C'est pas possible. Tu vends pas. C'est trop compliqué pour vendre ça. C'est de la prestation technique et sur des choses qui sont très complexes. Un driver Linux, c'est très complexe. Un portage Android, un portage Linux, c'est très complexe. Donc tu vends pas ça. Si t'arrives et que t'as vendu des aspirateurs juste avant, ça passe pas, quoi. Ça nous est arrivé, on a eu un vendeur d'aspirateurs, il pas resté longtemps. Sérieux, il vendait des aspirateurs. Bon, bref. Et oui, moi je fais ça, je fais beaucoup de formations. Je fais du mentorat auprès des ingés, je fais
Je fais du suivi technique, je fais plein de choses. Bon, je développe un petit peu, pas trop, plus trop en fait. Ah, Donc, plus trop? Un petit peu quand même. Je développe, mais uniquement des drivers. Je fais des souches de drivers. Et je leur dis voilà si. En fait, c'est plutôt dans l'autre sens. Je développe des choses pour les formations, pour les cours ou autres, parce que je suis enseignant en plus. Puis un jour, il y en a un qui me dit tiens, je voudrais faire un driver. Tiens, j'ai fait ça. Tiens, prends-le, puis adapte-le. Ça m'arrive assez souvent. Je fais des choses assez génériques. Je fais jamais des choses qui sont adaptées à un projet, parce que je trouve que c'est dommage de faire quelque chose qui est trop lié à un projet. Parce que quand tu veux expliquer quelque chose, après t'es lié à un client et tu peux pas montrer ses sources à un client. Il est pas content, quoi. Donc tu fais quelque chose de générique et après tu modifies la partie générique et tu la vends au client, la modification. Et après, du coup, tu peux l'utiliser dans des formations, dans des conférences, à la fac, à l'université, un peu partout. Et je fais beaucoup de choses comme ça, ce qu'on appelle un peu des POC, quoi, des proof of concept, pour dire est-ce qu'on peut faire ça? Bah ouais, je prends une carte, je développe un driver, je prends un petit peu de hardware. Pareil, aujourd'hui, t'achètes du hardware sur Amazon ou je sais pas si on peut faire de la pub, mais bon. Sur des sites de vente en ligne, hein, pas forcément Amazon. T'intègres des choses, c'est des boîtes aujourd'hui. Hein. C'est l'informatique numérique, hein. Enfin l'électronique numérique, c'est des boîtes. Hein. Tu branches des câbles. Très facile, il y a des drivers Linux souvent qui existent. Et tu fais des POC très facilement. Après, le problème, c'est qu'en fait, alors souvent, j'aide les clients à sortir du POC. Parce que le client, il a un truc, c'est que souvent, il a jamais assez d'argent. C'est comme l'université, le client, il a jamais d'argent. Et il dit, j'ai fait un POC, j'ai fait un truc, là j'ai pris une Raspberry Pi, c'est une carte très connue pour les hobbyistes, hein. Enfin, c'est un truc qu'on achète 50 €, même pas. Et puis, il prend une Raspberry Pi et puis il développe ça. Il prend un stagiaire. Il dit, bon, tiens, tu vas développer ça. Le stagiaire, il le fait. Si le stagiaire est compétent, il le fait. Il arrive à quelque chose qui fonctionne. Il est content. Pour lui, il a fini. S'il n'est pas technique, il a fini. Le patron, il a fini. Il dit, il voit un truc, un joli travail, c'est bien. Puis un jour, il a un client qui est intéressé. Alors, il y a deux solutions. Soit le stagiaire, il est toujours là, mais il fait autre chose. Soit le stagiaire, il est plus là. Parce que le stagiaire, il va pas continuer à faire son POC jusqu'à la fin des temps. Donc, dans tous les cas, il a une espèce de Frankenstein, de système Frankenstein fait en associant des morceaux de hardware, des morceaux de software, des morceaux de plein de choses, qui va fonctionner pour une démo, mais sûrement pas pour quelque chose d'industriel. A fortiori quand c'est industriel. Si vous avez des machines-outils, faut essayer de pas les piloter avec quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça va se voir. Donc, on fait souvent cette démarche, c'est-à-dire, voilà, vous avez un système et effectivement, ça fonctionne. Sur une démo, ça fonctionne. Nous, on va vous apprendre à l'industrialiser. Donc là, le POC, tu le craches et tu pars sur une... Je pars sur les idées. Éventuellement, comme c'est du Linux, souvent les POC, c'est du Linux. Parce que si c'était sur un POC sous Windows, bon, voilà, c'est autre chose. Je m'en vais. C'est une autre église. Et je m'en vais. Non, mais ça nous arrive jamais. Et donc, tu prends... et là, tu utilises des outils pour optimiser. Et tu fais les choses comme elles devraient être faites. En tout cas, comme nous, on entend. On pense qu'il faut les faire. Après, le client, il fait ce qu'il veut. S'il nous dit, oh non, je préfère rester sur mon... Très bien, continuez, nous... Après, il y en a beaucoup qui disent, ok, on sent que c'est mieux de faire avec Yocto, donc un outil qui permet de générer des distributions Linux pour l'embarquer. Ça s'appelle Yocto. Alors pourquoi ça s'appelle Yocto? Moi, je savais pas ce que c'était Yocto avant. Yocto, c'est le plus petit sous-multiple du système international d'unité, du système métrique. Ah ouais? C'est 10 puissance moins 24. Ça sert pas souvent, hein. C'est 10 puissance moins 24. Donc, c'est pour montrer qu'avec, on peut créer des distributions Linux qui sont toutes petites. Alors, c'est pas 10 puissance moins 24 mégaoctets, hein, mais bon. Ça reste très, 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 très léger. Et surtout, on peut faire des trucs très légers jusqu'à des choses très complexes. En fait, on assemble des boîtes, mais on part des sources. Et ça, c'est bien parce que il y a un problème dans l'industrie que l'on n'a pas dans l'industrie du logiciel classique. Un traitement de texte, ça va vivre quelques années. Bon. On vous dit toujours, mettez à jour votre traitement de texte, mettez à jour, etc. Bon, très bien. Un logiciel embarqué, c'est embarqué dans quelque chose. Il y a du hardware toujours autour, sinon c'est pas un logiciel embarqué. Dans une set-top box, dans un automobile, dans
dans un train, dans un avion, etc. Et puis ces trucs-là, ces choses-là, ça vole pendant 50 ans, 60 ans. Les trains, ça roule pendant 50 ans, 60 ans. Et si vous prenez des composants propriétaires, 50, 60 ans après, il y a des chances que le fournisseur de votre composant, il n'existe plus, il a été racheté, ils sont mis à faire autre chose. Oui, ils fabriquent plus le composant. Voilà, ils fabriquent plus, puis ça les intéresse plus. Et donc, et puis comme vous n'avez pas les sources, puisque c'est du propriétaire, et voilà quoi. Alors que si vous utilisez de l'open source, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, les gens qui font de l'open source, c'est pas pour gagner le prix de la licence, parce que le prix d'une licence d'un OS propriétaire par rapport au prix d'un Airbus, c'est pour la maintenabilité dans 10 ans, quoi. Le prix, même par rapport au prix d'une automobile, quand on en fait beaucoup, par rapport au prix d'un satellite, a fortiori, c'est peanuts. Ce qui les intéresse, c'est le fait que ça soit maintenable sur des décennies. On va dire même jusqu'à la fin des temps, quoi. C'est-à-dire que tu peux, à un moment, quand tu commences à faire ton environnement, tu peux archiver non seulement tes logiciels, mais les outils pour faire ton logiciel. Ton compilateur, tu l'as en source, tu as les sources du compilateur. Donc, rappel, le compilateur sert à passer des sources au binaire. Mais c'est pas un compilateur que tu achètes, c'est un compilateur que tu récupères en source et que tu compiles avec un autre compilateur. En fait, tu fais ce qu'on appelle du bootstrap. Tu compiles ton compilateur avec un compilateur. Alors, il faut avoir un compilateur au départ, mais ça, t'en trouveras toujours. Et tu peux régénérer ton environnement 20 ans après, refaire le truc, refaire l'environnement, et puis corriger un bug. Parce qu'il y a des bugs qu'on détecte, on en voit dans l'actualité, il y a des bugs qui sont là depuis 10 ans, 20 ans. Et puis quand on s'en aperçoit, il faut les corriger. Et tu vas rechercher tes archives, tu recompiles ton truc, et les gens n'ont pas forcément envie de faire évoluer le hardware. Quand c'est dans un avion, tu vas pas dire... toi, c'est pas un PC, tu prends un Airbus, t'enlèves pas la carte, et puis tu mets un truc plus récent, ça marche pas comme ça. Et donc tu vas éventuellement, souvent, tu vas redévelopper du logiciel qui va être embarqué, soit dans des bandes de test, soit Alors en vol, c'est un peu plus complexe, mais si tu es dans des systèmes de test de validation, tu vas mettre à jour au sol, quoi. Et grâce à l'open source, tu peux faire ça. C'est pas un problème de gratuité, l'open source. Alors il y a une ambiguïté, c'est que pour une fois, l'anglais est moins précis que le français, parce que quand on dit free software en anglais, c'est de l'open source, c'est logiciel libre, mais c'est aussi gratuit, free. En français, on dit libre, mais on ne dit pas gratuit, c'est pas le même mot. D'habitude, le français est moins précis, mais certes, beaucoup plus riche. Mais bon, ça c'est un autre sujet, parce que j'aime bien le français. Mais c'est un cas où le logiciel l'anglais est totalement inapproprié, en fait, parce que les gens se disent... oui, on fait du logiciel libre parce que c'est gratuit. Non. Au début, oui, une PME, elle va faire ça parce qu'elle va pas acheter le compilateur qui va bien pour... Mais soit ça devient stratégique pour elle, et à ce moment-là, elle va commencer à faire du logiciel libre, soit c'est du one-shot parce qu'un client lui a dit, si vous me faites une version Linux, je vous achète 1 million de pièces. Et puis un jour, elle va repasser à autre chose. Elle va continuer à faire du Windows. Si c'est pas stratégique, on continue à faire du Windows. Mais dans les grands groupes, Linux, c'est stratégique. Ils en parlent pas, mais c'est pas forcément des gens qui aiment dire ce qu'ils font. Mais bon, ils font beaucoup de Linux. Thales, Airbus, Safran, tous les gens qui travaillent autour de l'industrie. Et surtout de l'industrie sensible, transport, aéronautique, spatial, etc. Ils sont tous c'est sûr sur de l'open source. C'est sûr qu'il faut pouvoir maintenir 20 ans, 30 ans plus tard. Voilà, ils sont... Ouais, et pas être dépendant d'une C'est pas forcément... Alors ça commence à être du Linux. C'est des choses qui commencent à apparaître depuis peu de temps. Parce que ça coûte moins cher et de nouveau on peut partager. C'est pas des OS propriétaires, c'est pas des composants propriétaires. On peut donc mutualiser même avec des concurrents, comme on fait sur plein de domaines. Mais de toute façon, c'est de l'open source. Linux, il n'y a pas que Linux qui fait de l'open source. Il y a des OS, qui sont très utilisés dans le spatial. Il y en a qui s'appelle RTEMS, qui au départ a été fait pour guider les missiles. C'était moins fun. Ça a été fait par l'US Navy pour guider les missiles dans les années 80. Puis maintenant, c'est devenu un logiciel open source qui est publié sur Internet sous licence open source, donc qui implique que le code va rester disponible, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va s'amuser à le capturer et puis à en faire uniquement des versions binaires.
Et c'est utilisé par tout le monde. Tous les gens qui font du spatial utilisent RTEMS. L'ESA, la NASA, les fabricants de satellites, tout le monde l'utilise. C'est fou. Tout le monde l'utilise. Alors les premiers qui se sont mis vraiment à utiliser Linux pour du spatial, c'est SpaceX. Alors SpaceX, c'est des gens... on en parle beaucoup. Ils ont la chance d'avoir un gros malade à leur tête. Hein. Mais comme il sait que en fait, il peut rien se refuser, il le fait. Et il y arrive souvent. C'est ça, le pire, c'est qu'il y arrive. C'est quand même quelqu'un qui a créé SpaceX et dit, bon, mais les enfants, il a ratissé les meilleures universités américaines. Les enfants, on va refaire tous les moteurs. On part de zéro, feuille blanche. Vous refaites tous les moteurs. Vous prenez pas un moteur de fusée, un propulseur normal. Hein, vous refaites tout. Alors, il a dit en 2 ans. Bon, ils ont mis plus que 2 ans. Ou 2 ans, ou je sais plus combien il avait dit, mais il était largement en retard. Mais aujourd'hui, en plus, vu ce qui se passe, SpaceX et la nébuleuse Elon Musk, sans faire de jeu de mots, elle est quand même utile à beaucoup de gens. On parle technique, on n'est pas pour parler de l'actualité, mais donc, ces gens-là, leur propulseur, la caractéristique de SpaceX, c'est que contrairement, c'est une idée toute bête. Contrairement à ce qu'on faisait avant, où quand on lançait une fusée, on l'a cassée. Donc on en a racheté une. Lui, il dit, on va récupérer le premier étage. Bon, le premier étage, tout le monde le sait, il va se poser. Et puis... Ah, mais dire, ouais, c'est pas bête comme truc. Bon, par contre, c'est super compliqué à faire. C'est extrêmement compliqué à faire. Et ce premier étage, il fonctionne sous Linux. Il a dit, tout le monde utilise dans le spatial, tout le monde utilise des OS particuliers. Je parlais de RTEMS, j'ai parlé de ce qu'on appelle d'hyperviseurs, donc qui sont des systèmes qui permettent de sécuriser l'exécution d'un OS à l'intérieur de ce qu'on appelle une partition, donc qui permet d'isoler. C'est un peu comme tout le monde utilise comment on appelle ça, les VirtualBox et VMware et tout ça, les machines virtuelles. Sur un PC, on l'utilise. Pour avoir plusieurs OS sur un même PC, on fait des machines virtuelles. C'est un peu ça, mais un peu plus compliqué. Puis il a dit non, on va pas faire comme ça. On va prendre un Linux sur un PC. Enfin, un PC qu'on met dans la fusée, quoi. On va en mettre 3. Puis chaque fois qu'on veut calculer une commande, on la calcule 3 fois. On compare les 3 valeurs. Si c'est la même, il y a des grandes chances que ce soit bon et on l'envoie. Et ça fonctionne. Ça suffit de calculer 3 fois ? La preuve. Bon, ça a l'air. Hein. Ça a l'air, sinon ça se saurait. Bon, après, statistiquement, si tu calcules 3 fois, si tu as 3 valeurs différentes, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Si tu as 3 fois la même, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que ça soit bon. et SpaceX, ils font comme ça. Donc, ils vont très très loin parce que en fait, ils utilisent même pas les principes traditionnels de l'industrie spatiale. C'est-à-dire d'utiliser, de partitionner, etc. Alors, il y a juste un truc qu'il faut dire, il faut être honnête, c'est qu'un premier étage, c'est pas un satellite. Hein. Ça va pas très loin, quoi. Ça se repose. Après, c'est les autres étages qui s'en vont. Le satellite, il est soumis à des perturbations électromagnétiques qui sont tout autres quand il tourne. Le premier étage, il propulse les autres, après il vient se poser, quoi. Donc, il est soumis à des contraintes, mais c'est pas du tout les mêmes. C'est pas un satellite qui va tourner pendant 10 ans en géostationnaire ou autre. Et les 2 autres étages, tu sais sous quoi ça tourne, du coup ? Absolument pas, j'en sais rien. Ils n'ont pas fait de pub là-dessus. Ils font pas trop de pub. Alors Tesla, je sais qu'ils utilisent du Linux. Leur tableau, là. Linux, c'est partout. Ouais, alors ils ont une caractéristique, Tesla, c'est que ils font tout. Ils sont un peu comme Lectra. On était précurseurs à Bordeaux à l'époque. Ils font tout eux-mêmes. Ils font leur batterie, ils font tout. Et pour ceux qui ont des Tesla... ils ont le gros tableau qu'on voit sur les Tesla. Alors les premières, maintenant je sais pas trop, je pense que c'est toujours pareil, mais le gros tableau de bord qu'on voit, l'écran qu'on voit, c'est un Ubuntu. Donc c'est une distribution qu'il y a sur tous les PC Linux. Bon, c'est la plus utilisée, je pense. Ils ont fait une Ubuntu et comme c'est open source, ils l'ont un peu customisé et ils tournent avec Ubuntu. Mais c'est leur Ubuntu Tesla. Et ils ont aussi quelques codes open source qu'ils publient sur GitHub. Dans GitHub, pour la petite histoire, c'est pour faire du logiciel social, en fait. Au départ, c'était pour partager du code. Et ça a été un succès phénoménal. Alors maintenant, on peut faire du code pas forcément partagé, si on paye. Mais initialement, c'est un réseau, c'est un espèce de réseau social de développeurs.
Enfin, un réseau social au sens pour insulter les autres. C'est quelque chose qui permet de publier du code source et surtout de le gérer, de gérer des versions, de faire ce qu'on appelle des forks, c'est-à-dire de créer un projet à partir d'un autre projet et de dire ah bah tiens moi je vais plutôt faire comme ça. Puis tu dis tu peux dire à celui qui a créé le projet initial, bah tiens, j'ai fait quelque chose qui est un peu différent. Est-ce que ça t'intéresse de le réintégrer dans ton projet? Ah bah oui, bien sûr. Ou alors non, ça m'intéresse pas, vas-y, continue. Puis tu peux faire des forks comme ça. Et donc c'est la base aujourd'hui de l'informatique. Ça a été racheté par Microsoft il y a quelques années. C'est très très utilisé, effectivement. Ah bah oui, GitHub, c'est social coding, ils appellent ça. Leur devise, c'est social coding. Et donc ils mettent tout ça sur GitHub. D'ailleurs, tous les BSP dont je parlais, tout ça c'est sur GitHub. GitHub, c'est la mémoire du monde informatique aujourd'hui. Enfin, du monde des codeurs. En 2 mots. Des codeurs. Voilà. Petite question, par rapport au OpenWide et Smile, ouais. Tu parlais de ton rôle, tu parlais d'avant-vente, tu parlais de formation, t'as pas parlé de management. Ah bah non, parce que je suis pas un bon manager, donc je vais pas le dire. Donc je rends hommage à mon supérieur hiérarchique, d'abord parce qu'il m'a autorisé à venir ici. Donc il s'appelle Christophe Brunschweiler et qui est un excellent manager. Donc je vois pas pourquoi déjà je ferais son boulot puisqu'il sait bien le faire. Et j'aime pas en fait, j'aime pas ça. Si, j'aime bien manager les gens qui sont autonomes. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce métier, dans cette spécialité. Je l'ai dit au début. Je sais pas si on a enregistré à l'époque, mais je l'ai dit au début, par rapport au développement logiciel habituel, même si que ce soit sous Linux ou sous autre chose, l'embarqué, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire qu'on se met à 100, 150 pour faire un site institutionnel parce que il y a du architecture 3/3 ou de l'IoT. Bon, j'en ai pas parlé, mais l'IoT c'est quelque chose qui a un peu révolutionné les choses. L'IoT c'est du web avec des objets réels quoi quelque part. Hein. Au lieu d'ouvrir des pages web, on communique avec des objets physiques. Et puis du coup j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. J'ai vraiment perdu le fil. Là. Bah, on parlait oui, du management. Du management que donc, tu ne te considérais pas comme un bon manager. Alors je pense que je me considère pas parce que dans l'embarqué, il y a beaucoup. On peut être 150 à être sur un projet IoT ou un projet web, c'est pareil. On n'est jamais 150 sur un driver parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on va être plusieurs sur un projet embarqué. Ça va être 3-4 personnes, un peu plus peut-être. Mais sur les parties spécifiquement système, il y a 1 personne, 2 personnes qui vont travailler sur le driver. Et encore. Si vous regardez les sources des drivers sous Linux, il y a un historique. Donc grâce à Git, donc à l'outil qui est utilisé par GitHub. Donc toi, tu as toujours travaillé quasi tout seul sur les projets en fait. Ouais, c'est un peu mon truc. Ouais. Pas tout seul, mais disons que sur ma partie, je peux être seul. Quand je conçois mes formations, je les fais seul. Je les conçois seul, mes TP, je les conçois seul. Après, je les propose aux autres. Et puis, ils donnent leur avis. J'en tiens pas toujours compte. Si, parfois, oui. Mais oui, je conçois. C'est un mode de fonctionnement quand même ça veut pas dire qu'on n'est pas une équipe. Hein. Ça veut dire que c'est une manière de travailler. Et donc, si tu prends un code source d'un driver, tu vas avoir un auteur initial. Donc, avec Git, à l'historique. Tu dis, ce driver, il a été écrit en 2000, par telle personne. Modifié par tac, 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 tac. Mais si c'est modifié par une autre personne, c'est parce que le premier, il travaille plus dessus. Ou alors, de temps en temps, il y a des gens qui soumettent ce qu'on appelle des patchs. Mais le mainteneur du driver, il est tout seul. Celui qui est responsable de l'intégration des modifications, il est tout seul. Et c'est un peu ça. Et souvent, quand tu fais un driver pour un client ou que tu modifies un driver existant, tu es tout seul. Parce que c'est ça colle énormément à la technologie que tu utilises. D'ailleurs, j'ai dit je développe des drivers, ça veut rien dire. Tu as des drivers vidéo, tu as des drivers réseau, tu as des drivers disques. Tu as plein de types de drivers. Et la technologie utilisée pour faire de l'enregistrement de vidéo ou ne serait-ce que de l'affichage vidéo, c'est pas du tout la même. Si tu fais un driver pour une carte graphique, ça c'est rare qu'on le fasse. C'est pas du tout la même technologie que si tu fais un driver pour enregistrer de la vidéo à partir d'une caméra.
ce que font beaucoup d'entreprises, y compris des entreprises. Qu'est-ce qui change techniquement? C'est pas les mêmes. En fait, c'est pas les mêmes frameworks, c'est pas les mêmes API dans le noyau. D'accord. Donc, bien sûr, t'as des API qui te permettent de pas jouer sur le pixel, parce que sinon. Donc, les API qui te permettent de faire un driver d'affichage, c'est pas du tout les mêmes que les API qui te permettent de faire un driver de capture, en fait, de capture d'image. C'est pas du tout pareil. À quel moment, ça fait très longtemps que tu t'es sur le sujet Linux, open source. À quel moment tu te sens expert du sujet ou à quel moment tu commences à être reconnu comme expert? Il y a des qui disent méchamment que l'expertise, c'est ce qu'on fait quand on commence à perdre la compétence. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. C'est peut-être vrai dans certains domaines. En fait, c'est drôle parce que ça a eu une histoire aussi chez Electra. De nouveau, chez Electra, il y avait, dans les années 80, il y avait un truc qui a révolutionné l'industrie qui s'appelle le Minitel et qui a révolutionné les foyers français. C'est l'archétype de la révolution faite par des Français, inventé par les Français, qu'ils n'ont jamais réussi à vendre. Si, ça marche très bien, le Minitel. Oui, qui n'a pas été le succès. En fait, on l'a pas vendu à part, on l'a donné. On l'a donné aux Français. C'est un peu comme l'Internet. Les Français, ils ont inventé Internet, mais ils n'ont pas su dire que c'était eux, en fait. En fait, c'est vrai, ils ont inventé Internet avant les équipes américaines. Bref. Et le Minitel, c'était un truc révolutionnaire, en fait. On pouvait avoir, en gros, ce qu'on a sur Internet aujourd'hui pour les services classiques, réserver un billet de train, enfin, un billet de quelque chose. On pouvait acheter en ligne, sauf que ça passait par France Télécom. Et c'était un modèle centralisé. C'est-à-dire que à l'opposé de l'Internet, quand tu passes par le modèle Minitel, en fait, France Télécom, ils prenaient, c'est pas une critique, ils prenaient leur dîme, quoi. Ils prenaient leur pourcentage. Donc c'est un modèle économique génial, parce qu'en gros, c'est un impôt, quoi. Voilà, vous vendez, on vous prend 30%, ou je sais plus combien c'était, peu importe. En fait, et puis c'était facturé à la durée, quoi. Et c'était extrêmement répandu. Et tu avais plusieurs catégories de gens. Tu avais les gens qui utilisaient le Minitel, et puis tu avais des gens qui fabriquaient des pages avec un standard qui s'appelle le vidéotexte, qui est un standard européen, et qui vendaient des prestations. Vous voulez faire alors c'est pas un serveur web, parce que ça n'existait pas, c'était un serveur au format Minitel. Et ces gens-là, ils avaient besoin d'outils pour fabriquer, pour tester leurs pages. Bon, puis moi, un jour, je me dis, tiens, en fait, j'aimerais bien avoir un Minitel sur mon PC. Alors il y avait pareil sous Windows, ça existait. Mais tu branchais un modem spécial déjà sur ton PC, tu te branchais à ta ligne téléphonique et puis tu avais ta page qui s'affichait. C'est pas terrible. Et puis je voulais le partager au bureau, on voulait tous avoir le Minitel parce que ça servait, on n'avait pas Internet. Donc je dis on va faire un truc, on va mettre un modem sur un PC Linux et on va avoir un client, un modèle client-serveur. On va avoir un client qui va se connecter, graphique, qui va dire, moi j'appelle le 3611. Alors évidemment, comme c'est un modem, tu peux pas le faire à plusieurs comme aujourd'hui avec Internet. Mais ça c'est une des limitations. Et puis ils m'ont dit, ah ouais, c'est pas con ton truc. Et voilà, donc j'ai fait ça, puis on m'a dit, mais publie-le. Donc j'ai envoyé ça sur Internet de l'époque. Internet de l'époque, c'était pas GitHub. J'étais chez Electra, donc on était en modem 2400 bps, quoi. C'est très 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 lent. Et j'ai envoyé ça à un copain de l'INRIA, parce qu'à la l'INRIA, ils étaient les premiers à avoir la connexion Internet à l'INRIA. Ils avaient une ligne spécialisée qui remontait par la l'INRIA de Sophia Antipolis. Si je suis pas de l'INRIA, mais je pense que c'est ça, qui était branchée à une machine et puis qui est redistribuée après à tout le monde. Et donc je connaissais un peu de gens. J'envoie ça, je dis tiens voilà, ça fait ça. C'est vachement intéressant. Génial. C'est super, c'est bien. Donc il commence à publier ça et j'ai commencé à être connu avec l'auteur de Xtel. Ça s'appelle Xtel parce que c'était l'interface graphique s'appelait X11. J'ai commencé à être connu dans l'open source grâce à ce truc tout bête qui est un outil pour faire du Minitel. Et c'est ça qui m'a fait connaître. C'est pas les drivers compliqués que j'ai fait, les projets où j'en ai bavé des nuits et des jours. C'est le petit truc. C'est le petit truc qui a aidé les gens dans des services informatiques. J'ai été invité à l'IRCAM à Paris par le responsable informatique de l'IRCAM, l'Institut de recherche de musical, le truc de Boulez, qui est à Beaubourg en fait.
Il m'a invité, il m'a dit ouais c'est génial, ça nous a fait économiser beaucoup d'argent parce qu'on partage la connexion. Ouais, je dis écoute, tant mieux. Hein, donc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être connu dans le monde open source. Rien à voir. Ouais, rien à voir. Non, c'est ça. Non, les bouquins c'était bien après. C'était bien après. Oui, évidemment, les bouquins ça te fait connaître. Bon, ça rapporte rien, mais ça te fait connaître. Donc indirectement, ça rapporte. Mais c'était ce fameux XTL que certains m'en parlent encore. Hein. Certains m'en parlent encore. Et en fait, ça a été utilisé par des gens pour faire du Minitel et surtout par des sociétés qui faisaient des sites. On appelle ça des sites parce qu'on pense aux sites web. À l'époque, c'était des serveurs Télétel. Et pour les aider à tester automatiquement leur page ou composer leur page, ils avaient pris le système de décodage que j'avais écrit et ils avaient intégré ça dans leur framework. Et comme c'était open source, ils avaient le droit, bien sûr. Et le plus drôle, c'est qu'un jour, j'étais dans un salon et je passe devant un stand et je vois tiens, un outil pour faire des pages vidéotexte. Donc, je m'arrête. Il me dit ah oui, c'est un outil qu'on a fait sur la base d'un truc open source qui s'appelle Xtel, etc. Mais qu'est-ce que vous êtes dans quel domaine ça vous intéresse J'ai dit non, ça m'intéresse pas, je suis pas dans ce domaine. Et puis vous connaissez J'ai dit oui, c'est moi qui ai écrit Xtel. Il avait l'air gêné, alors qu'en fait, les gens ils avaient l'impression d'avoir volé quelque chose, alors que la licence permet de faire ça. C'était une licence, on appelle la GPL, hein, donc une licence open source qui protège le logiciel, mais qui permet et au contraire, qui oblige les gens quand ils modifient un code source à redistribuer à ceux à qui ils donnent le binaire, quoi. Donc j'ai dit mais il n'y a pas de sujet, j'ai pas fait ça pour gagner ma vie, j'ai juste publié ce truc-là. Ça a servi à des gens, ça m'a fait connaître. Moi, je suis content. Mais lui, c'était un commercial, donc dans sa tête, donner quelque chose, ouais, non, quand même. C'est pas trop. Bon, ça a un peu changé maintenant la mentalité, mais c'est toujours comme ça. C'est un peu. Ça choque un peu. Pourquoi tu fais ça gratuitement ? Pourquoi tu fais gratuitement alors que tu pourrais le vendre ? Parce que d'abord, si je l'avais vendu, probablement que personne ne l'aurait acheté. Et puis que je voulais le faire sous Linux. Et que, a fortiori sous Linux, personne ne l'aurait acheté. Parce que Linux, les gens, ils ont l'habitude de faire de l'open source. À part quelques composants propriétaires qu'ils achètent, comme les bases de données, genre Oracle ou autre. Ils utilisent surtout de l'open source. Et c'est ça qui m'a fait connaître. Après, c'était la première étape. Ce qui m'a fait connaître après, effectivement, c'est les ouvrages. Ouais, qui sont assez reconnus, quoi. Oui, en français. Bon. Parce que je suis pas très très bon en anglais, mais un peu mieux maintenant. Donc, puis j'avais envie d'écrire en français parce que j'ai vraiment un amour de la langue française très approfondi, on va dire. Je supporte pas les gens qui parlent mal, alors qui n'ont pas la culture de l'histoire de France, de la littérature, et surtout du théâtre, des choses comme ça. Ça me gêne un peu. Et donc je voulais l'écrire en français. Et j'ai écrit en français. Ça s'appelle Linux embarqué. Linux embarqué, première version, deuxième version, troisième version, quatrième, cinquième. T'en as fait beaucoup ? 5 versions. 5, ouais. Ah, ça m'a mis une question. Enfin, moi, je suis plutôt dans le monde du développement applicatif, web, où il y a beaucoup de choses qui évoluent très vite en termes de framework et de techno. L'évolutivité des langages techno sur du Linux, enfin, Linux embarqué, à l'échelle des quelques décennies. Ça change pas trop. Parce que, en fait, il y a une norme qui a été définie dans les années 80, qui s'appelle POSIX. Ça n'a pas été du tout défini pour Linux au départ. C'est, comme je l'ai expliqué, dans les années 80-90, il y a des gens qui fabriquaient ce qu'on appelle des stations de travail. Donc j'ai parlé de Silicon Graphics avec les dinosaures. Les plus connus, c'était Sun. Bon, maintenant c'est Oracle. On disait les stations Sun. Et ces gens-là, ils avaient tous du hardware différent. Le matériel, c'était pas les mêmes processeurs. Pas comme aujourd'hui où tout le monde fait du x86 ou de l'ARM. Et surtout, ils utilisaient des versions d'Unix différentes. Et donc, ils étaient incompatibles. Tu compilais un programme sur un Sun, tu ne pouvais pas l'exécuter sur un SGI, quoi. C'était impossible. Et donc, ils se sont dit, ça va pas être simple. Et ils ont normalisé donc les API de programmation. Et avec une norme qui s'appelle POSIX, donc Portable Operating System Interface for Unix, et qui est sortie en 88 et qui est toujours utilisée, surtout dans l'industrie. Parce que non seulement les systèmes Unix
quels qu'ils soient, l'utilisent, mais des systèmes qui ne sont pas Unix, qui sont des systèmes propriétaires, VxWorks, des choses comme ça, LinksOS, etc., ils ont ce qu'on appelle une API POSIX. Ce qui permet de programmer comme si tu faisais de l'Unix sur autre chose qu'Unix. Parce qu'ils suivent une norme. Et grâce à ça, quand tu programmes en POSIX, moi j'ai des clients qui font des avions, pas qu'Airbus. Bon, c'est facile de trouver le nom de la boîte. Ils avaient des bandes de test qui tournaient fonctionnaient sous un operating system qui s'appelle LinksOS, que j'ai cité. Et les systèmes avioniques, comme je l'ai dit, ça dure longtemps, parce que les avions, ça coûte cher, donc on les garde longtemps. Donc les systèmes de test, on les garde longtemps aussi. Parce qu'il faut quand même tester les avions, même s'ils ont 20 ans, et a fortiori, donc plus ils vieillissent, plus il faut les tester. C'est comme les êtres humains. Et donc, ils étaient sous LinksOS, et puis... On mettra la phrase en introduction. Les avions, c'est comme les humains. Pas tout à fait. En fait, ils utilisaient du hardware qui était des cartes qui étaient liées à une architecture qui s'appelle le PowerPC, quelque chose qui a eu un gros succès, mais qui en a moins aujourd'hui, qui a été fait par IBM et Motorola, qui n'existe plus. Enfin, Motorola, ça s'appelle NXP maintenant. Et donc, eux, ils utilisaient toujours ça, avec un bus, donc une manière de connecter les différents éléments qui s'appelle le VME, qui a quelque chose d'être très industriel, que moi j'ai utilisé chez Thales au début de ma carrière, mais qui existe, enfin ça existe encore, parce que quand on fait de l'industrie, on peut pas se permettre de tout changer. Et par contre, leur LinksOS, on savait qu'il allait pas être adapté aux prochaines versions de processeurs, quoi. Donc il fallait qu'il passe sur autre chose. Donc sur Linux, donc ils ont pris les cartes VME, les espèces de cartes, c'est un rack, on appelle ça un rack VME, c'est pas très sexy, c'est un truc en métal, on branche la carte dedans. Et heureusement, leur programme, ils les avaient écrits 20 ans ou 15 ans avant en POSIX, avec la norme POSIX. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit, voilà, on a le programme, mais le programme est marqué copyright 1992. Et bien comme c'était POSIX, on a changé une ligne. On a changé une ligne, ouais. On a tout... Alors d'ailleurs, on leur avait vendu tant de jours, et puis en fait, on a tout fait en quelques jours. Comme on est des gens honnêtes, on leur a dit. Par contre, là où on a eu des difficultés, c'est pour les drivers, parce que toutes les applications, c'est du POSIX, mais quand tu travailles sur les drivers, c'est-à-dire ce qui est intimement lié à la machine, il n'y a pas de normes. C'est un gros problème, d'ailleurs. Il faut tout réécrire à chaque fois. C'est presque pareil. C'est comme, tu vois, c'est comme l'italien, l'espagnol, le français, ça se ressemble, mais si tu parles pas espagnol, côté français, tu peux pas parler, quoi, ça va pas. Ou italien, ça se ressemble, oui, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Si tu prends un Unix, si tu prends un Linux, si tu prends un FreeBSD, comme sur Mac, si tu prends un autre Unix, Solaris ou autre, c'est presque les mêmes drivers, c'est le même principe, mais c'est pas... En fait, tu peux pas prendre ton code source et le recompiler, comme tu fais avec tes codes POSIX, tes applications, quoi. Donc ça, c'est une difficulté. Mais bon, une fois que tu l'as fait, les drivers, tu touches plus, quoi. Sauf si tu changes de matériel. Donc ils ont tout passé là-dessus. Et grâce à, justement... alors c'est grâce à des normes comme ça que l'industrie du logiciel industriel... je fais une répétition, mais... Tu peux reprendre du code qui a même pas été développé sur Unix, ou soit qui a été développé sur... n'importe quoi, c'est même pas forcément un OS. Si c'est du POSIX, c'est bon, quoi. Tu peux recompiler. Alors il y a des choses à changer, bien sûr. Ce qui peut changer, c'est les interfaces graphiques, par exemple. Mais dans l'industriel, en général, les interfaces graphiques, c'est pas le plus important. Souvent, tu vas avoir un système de test, ça va être un système ce qu'on appelle headless, donc sans interface graphique, qui va être connecté à un PC qui peut être Windows d'ailleurs, par un réseau, et l'interface graphique, ça va être un site web, une page web. Tu vas piloter ton truc, mais la partie noble, c'est-à-dire celle qui va piloter le hardware, je dis pas ça parce que c'est peut-être du Windows, mais la partie qui va piloter le hardware, elle est sur un calculateur qui a pas d'écran, en fait. Ta box chez toi, Internet, il n'y a pas d'écran, en fait. Alors cette box, oui, parce que sinon, ça serait dommage pour regarder la télé. Mais la box, la gateway qui est branchée à la fibre, il n'y a pas d'écran. En fait, tu la pilotes avec une interface web.
quelle que soit la marque, hein, c'est toujours la même chose. Et grâce à ça, si tu veux, dans le monde de l'open source, pour moi, le web, c'est quelque part de l'open source. Parce que quand tu fais du web, tu peux pas cacher ton code. C'est dans la page. Enfin, tu peux un peu, mais pas trop. Et tout ça, c'est standardisé. HTML, HTML5, JavaScript, les CSS, tout ça. C'est standardisé. Tu fais des fautes. Enfin, moi, je fais pas, mais tu fais des choses remarquables avec ça quand tu sais t'en servir. Et donc, grâce à tous ces standards, ça évolue assez peu. Alors, je pense que dans les autres technologies, donc, que tu connais mieux que moi, ça a tendance à se standardiser aussi. Mais la difficulté des autres technologies, c'est qu'il y a beaucoup de frameworks qui apparaissent, qui disparaissent. Alors, le gros avantage qu'on a, c'est que sous Linux, quand tu fais de l'industriel, Yocto, Yocto, c'est 95% des gens qui font des cartes, ils fournissent leur BSP sous format Yocto. Celui qui veut utiliser autre chose, il peut toujours, mais il finit toujours par faire du Yocto parce que la pression de l'industrie dit, mon gars, tu fais du Yocto parce que sinon ta carte, elle va intéresser personne. Donc de ce fait, ça évolue. Ça évolue, bien sûr, ça évolue. Il y a des nouveaux drivers. Et la notion d'expertise prend pas mal de sens. Oui, avec les années. Bien sûr. Parce que ce que je faisais il y a 20 ans, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Les technologies, l'IoT par exemple. L'IoT, c'est du web qui cause avec des objets. Bon, avec une couche intermédiaire qu'on appelle le edge computing. Bon. Mais il y a des choses qu'on faisait pas. Par exemple, toute l'intégration de filtrage d'algorithmes d'IA, si c'est un peu évolué, dans du edge computing, c'est des choses qu'on faisait pas. Bon, moi, j'en fais toujours pas, mais non, mais c'est des choses qu'on connaissait pas. Ouais. C'est nouveau, mais ça s'appuie toujours sur des standards. Quelque part. Bon, Google, ils ont fait des choses, d'autres en ont fait d'autres. C'est majoritairement open source. Pas toujours, mais beaucoup de choses open source. Et surtout, même si c'est pas open source, il y a un gros avantage qu'a apporté l'environnement Unix, Linux et tout l'open source, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles depuis du edge computing, pour parler un peu IoT, ça fait plus moderne. Depuis le edge computing, tu veux parler à AWS ou Azure ou Microsoft, comme quoi je peux être ouvert. En fait, tu vas utiliser des protocoles qui sont standardisés, qui datent de 1999 ou à l'époque MQTT, c'est un truc qui a été fait par IBM. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça existe toujours dans tous les frameworks les plus connus. AWS, Azure, c'est les deux plus connus. Tu peux faire du MQTT. Alors tu peux faire d'autres choses, bien sûr, mais au final, si tu as un code, un capteur qui cause en MQTT parce que c'est quelque chose de simple ou un peu old style, tu peux toujours utiliser ce protocole parce qu'il est standard. C'est le monde des standards en fait, l'open source et l'interopérabilité surtout. L'Ethernet, c'est un standard qui a été inventé dans les années 70. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'Ethernet. T'as de l'Ethernet industriel. J'ai lu, toujours à cause de mes histoires de spatial, dans le spatial, il y a un standard de bus de communication qui s'appelle SpaceWire, alors qui coûte cher parce que c'est tenu par des fabricants de ce qu'on appelle des design FPGA, donc ils fournissent des chips adaptables pour simplifier. Donc une carte, ça coûte 2000 €, quoi. C'est pas très cher, mais pour un fabricant, c'est cher quand même. Une carte Ethernet, ça coûte 15 €, quoi. Ouais. Et du coup, et puis c'est compliqué à gérer, à intégrer dans Linux. Ça a été fait pour des systèmes qui sont pas du tout Linux. Il y a des gens qui le font, mais ils n'ont pas forcément envie de partager ce qu'ils font, donc c'est un peu compliqué. Faut les amadouer. Bon, bref. Et là, aujourd'hui, j'ai lu hier, discuter avec des gens, et ils m'ont dit, il y a un nouveau standard qui apparaît, faire de l'Ethernet dans l'espace. Alors bien sûr, c'est pas l'Ethernet pour brancher ta box à ton PC. C'est un peu plus durci, faut que ça soit déterministe, etc. Mais en fait, au final, c'est de l'Ethernet. Donc c'est une norme qui a été inventée dans les années 70, qui a évolué, qui est utilisée dans des bus industriels comme Ethercat, OpenPowerLink, etc. pour piloter des machines. Ça c'est pas la science-fiction, c'est aujourd'hui. Et qui dans l'aéronautique aussi, qui a remplacé des bus spécifiques. C'est AFDX, si je dis pas de bêtises, qui est utilisé dans les avions civils, et peut-être militaires aussi.
mais je monte pas souvent dans les avions, ni l'un ni l'autre. Donc. Et tout ça, maintenant, ça se propage à l'espace. Donc, c'est des standards. Ça, c'est ça le gros avantage. Parce que les spécifications de l'Ethernet, elles sont publiques. Si tu veux, ce qui se passait autrefois, c'est que les bus propriétaires, tu savais pas comment ça marchait. Il fallait faire du reverse engineering, analyser les paquets. Là, j'ai fait ça. Public, maintenant, c'est public. C'est totalement public. C'est ce qu'on appelle les RFC, hein, donc Request for Comments. Ça, c'est la base de l'Internet. Donc les RFC, c'est des documents en mode texte très très austère, dans lesquels on dit tiens, pour faire un paquet Ethernet, tu dois avoir ça, 3 bits qui font ça, 1 bit qui fait ça. C'est des standards qui sont publiés sur Internet, RFC. Et tout le monde se base là-dessus. T'as les RFC pour tout, en fait. Tous les protocoles utilisent du RFC. Et donc, grâce à ça, tu peux communiquer. Même si tu fais du Windows, on sait jamais, une folie, tu dis, je vais faire du Windows, mais avec un banc de test qui est sous Linux ou un autre OS temps réel, tu peux toujours faire causer ton PC Windows avec ton banc de test. Il n'y a pas ou un Mac, enfin peu importe. C'est ça c'est le génie de l'interopérabilité. Ça, c'est ça l'invention pour moi. Plus que l'open source, c'est le fait que les standards soient open source. Que tout soit open source et interopérable. Voilà, c'est ça. Ok. Et comme ça s'est imposé, les gens qui ont essayé de faire des choses qui soient pas open source, ils ont fini par Apple. Au début, ils faisaient Apple Talk, qui était un protocole totalement Apple. Apple Talk, c'est un truc qui existait sur les premiers Mac, mais ils sont passés à TCP/IP aujourd'hui. Plus personne n'utilise Apple Talk. IBM, ils avaient aussi leur propre protocole. Tout le monde fait de l'Ethernet, de l'IP, du TCP, partout. Même dans l'espace, aujourd'hui. Partout. Donc ça, c'est bien. On va dire que les systèmes informatiques sont parfois plus intelligents que les humains. Ils arrivent à s'entendre beaucoup mieux, finalement. Ils s'engueulent moins. Ils se battent pas. Ça pourrait presque être un beau mot de la fin. Ouais, c'était fait exprès. Néanmoins, avant de passer aux 2-3 petites questions rituelles, j'aimerais bien te poser une petite question. On te sent pas du tout prêt, on te sent passionné, on te sent pas du tout prêt à arrêter la retraite. C'est ni pour demain ni pour après. Ni pour jamais. Je connais quelqu'un. Alors je vais citer pas mal de gens. Lui aussi, je lui rends hommage parce que c'est un grand chercheur français qui s'appelle Michel Gien. Et qui a fait partie de l'équipe qui a inventé Internet, en fait. Mais comme les Français savent pas vendre, et puis que c'était à l'époque de Pompidou, et Giscard est arrivé, il a dit non, votre truc là, ça sert à rien. Et donc les Américains ont inventé Internet. Mais en fait, c'est eux qui l'ont inventé. Et d'ailleurs, les Américains le reconnaissent. Les chercheurs, eux, on s'entend bien entre chercheurs, on s'entend bien. Et ce monsieur, il a démarré sa carrière en 1971. Et donc, je l'ai vu à la fameuse émission qui s'appelle Les Français ont inventé Internet, sur le reportage. Et il a créé sa start-up il y a quelques années. Il doit avoir, facile de faire le calcul, il doit avoir 75 ans, 60. Et il a sa start-up sur LinkedIn, on le voit. Il est pas prêt d'arrêter. Il arrêtera jamais. Il arrêtera pas. Non, il arrêtera un jour. Il va tomber sur sa table comme tout le monde. Hein, puis il va mourir sur scène comme Molière. Mais Molière, c'était à 51 ans, c'est un peu tôt. Je disais toujours, quand j'avais 50 ans, je dis je veux faire comme Molière, je veux mourir sur scène. D'ailleurs, il paraît que c'est pas totalement vrai, il n'est pas forcément mort sur scène. Mais comme il y avait il y avait pas les téléphones pour filmer à l'époque, donc on n'en est pas sûr. Bon, on aime bien c'est une légende. On aime bien l'histoire. Ouais, quoi. C'est beau là. Mais enfin, c'est vrai qu'il est mort à 51 ans, je crois. Puis quand j'ai commencé à avoir 50 ans, j'ai dit finalement. Sur scène peut-être. Ouais, sur scène, mais pas tout de suite. Là, j'ai 60 ans lundi. J'ai beaucoup d'amis que j'apprécie beaucoup qui attendent la retraite. Ils disent, on va faire des choses super, on sera libre. Moi, je suis libre. Je suis libre dans mon travail. Je suis libre en fait. Je fais du logiciel libre déjà. Et puis le fil rouge. Oui, voilà, toujours. Je me sens libre en fait de faire des choses, de faire avancer les choses, de partager avec d'autres. Des technologies. C'est vrai que si je faisais du COBOL ou des choses qui sont pas open source, peut-être que j'en aurais eu marre. J'aurais peut-être gagné plus d'argent chez des éditeurs, mais ça je m'en moque. Et je pense que l'open source c'est une espèce. Alors c'est pas une religion parce que j'aime pas trop ce mot. C'est une façon d'être en fait par rapport au partage de la connaissance.
Et c'est tellement et ça permet de faire avancer l'industrie, la science beaucoup plus vite que ce qu'on croit en fait. Quand on donne quelque chose, en général, finalement, on reçoit toujours quelque chose après. Donc c'est pas un problème. Donc pourquoi arrêter aujourd'hui? T'es non, bien. non, Ok. c'est pas. Ouais, j'ai pas envie. Bon, après, on sait jamais. Hein. Ça peut me prendre, mais je vois pas trop. Quoi. Je vois pas trop. Si j'adore faire la cuisine, je me dis, mais j'ai pas monté un resto à mon âge. Hein. Puis en plus, j'aime bien faire la cuisine pour moi, mais après faire du commerce, non, c'est pas ma tasse de thé. Ok. Est-ce que Pierre, il y a une phrase, plusieurs phrases, proverbes, maximes qui t'accompagnent? Alors il y en a une, je vais la dire en français parce que j'ai un accent anglais qui est assez moyen. C'est une phrase assez connue de Groucho Marx. Il disait je m'enfuirais à toutes jambes d'un club qui m'accepterait pour membre. Qui m'accepterait pour membre. D'accord. Ok. C'est quelque chose que je dis assez souvent parce que j'aime bien la collaboration, mais j'aime pas trop. En fait, comment dire, je n'aime pas trop la notion de chapelle et d'anciens combattants. Ah ouais, regarde, quand on était à l'école, on était meilleurs, etc. C'est pas trop mon truc, ça. Je suis pas très rassemblement, en fait. Même dans le logiciel libre, tous les ans, il y avait un rassemblement qui s'appelle le FOSDEM à Bruxelles, qui a hélas été arrêté à cause du Covid, qui était le rassemblement mondial des développeurs d'open source. Et j'y allais, j'étais content d'y aller, parce qu'en plus j'adore Bruxelles, j'aime bien les Belges et puis j'aime bien la bière. Et donc finalement, au bout d'un moment, j'ai fait pas mal de conférences là-bas, mais au bout d'un moment, ça m'oppressait un peu. Et le fait à cause du Covid, d'avoir ça a tout changé, ça, parce que je me souviens, chez Smile, on disait faire des formations à distance. En 2019, on me riait au nez. J'ai dit, on pourrait faire ça. On pourrait gagner. Enfin, les clients, ils économiseraient de l'argent. Ils pourraient former une équipe à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, en même temps, quoi. Ah bah non, ils ne voudront jamais. Et puis là, ils n'ont pas eu le choix, donc on l'a fait. Et du coup, on le fait toujours. Et en fait, de ce fait, on s'est habitué à travailler à distance et à limiter les contacts. Bon, pour la bonne cause au départ. Et après, c'est resté parce qu'on s'aperçoit que c'est une très bonne façon de travailler. Ça dépend des gens. Il y en a qui savent pas faire. Il y en a qui savent pas faire parce que si on les oblige pas à travailler, ils travaillent pas. Ça, c'est certain, ça. Puis il y en a qui peuvent pas fonctionner comme ça. Alors je ne dis pas qu'il faut être tout le temps à distance, mais ça a changé beaucoup de choses. Et ça a changé beaucoup de choses dans le partage d'informations qu'on peut avoir, finalement. Et c'est vrai que moi j'aimais bien, quoi. J'aimais bien aller dans ces. En fait, c'est un peu toujours comme ça. Quand j'aime bien y aller, avant, je me dis, je suis super content d'y aller. Puis quand j'y suis, finalement, je vais être content de partir. C'est ça, ça revient à Groucho Marx, parce qu'en fait, quand on va au FOSDEM ou dans une conférence open source, on n'a que des développeurs open source. Et moi, comme j'ai l'esprit de provocation et de contradiction, j'aurais envie de dire, en fait, c'est vachement mieux de faire du Microsoft, mais là-bas. Juste pour dire un truc qui est asynchrone. Enfin, okay. C'est un peu, et c'est ça le truc de Groucho Marx, c'est que quand on fait partie, on va dire, ah viens, tu fais partie du truc. Ah ben non. Si vous m'acceptez pour membre, ça m'intéresse pas, en fait. Ok. Mais bon, t'en as une autre éventuellement? Ouais, après il y en a qui sont plus ou moins. S'il y en a une de, alors j'adore Jean-Yann aussi, mais il a des citations qui sont pas très, on peut pas trop les dire à la radio, quoi. Mais il y en a une que j'adore, c'est quand on lui avait reproché à la fin de sa vie de s'être installé en Californie, et puis il avait répondu avec sa gouaille. Il avait dit, moi je fais du cinéma. Quand on veut faire du nougat, on s'installe à Montélimar. Donc je fais du cinéma, je suis à Hollywood. Et j'aime bien ça aussi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai utilisé parce que tout le monde me disait quand j'étais à Bordeaux, à commencer par mes parents, mais tu vas pas aller à Paris. En dehors du Sud-Ouest, la France n'existait pas, hein, à l'époque. Enfin chez eux en tout cas, pour eux. Mais on dit que c'est vrai que honnêtement à Paris, ça a un peu changé maintenant grâce au télétravail. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde peut faire, mais à l'époque, en 2000, non, on faisait pas. Enfin, on commençait, mais moi, quand je suis parti à Paris, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si j'étais resté à Bordeaux. Je serais dans une boîte à Bordeaux à
avoir 60 ans, à avoir peur qu'un jeune de 40 me prenne ma place. Là, ça pourrait arriver, mais il y a peu de chances que ça arrive. C'est vrai que quand il y a tout cet écosystème, la France est un pays centralisé, l'était encore plus à l'époque, qui fait que pour faire du logiciel, pour être au milieu des meilleurs, des universitaires, je vais pas dire les meilleurs, parce que ceux de Bordeaux, ils vont me tuer. J'ai plein d'amis en plus. Hein. Et pour être au milieu des écosystèmes, avec beaucoup de développer des projets, j'ai parlé de systématique tout à l'heure, j'aurais jamais fait ça. On pouvait pas le faire à distance à l'époque. C'était plutôt à Paris que ça se passait. Ça se passait à Paris, j'étais à Paris, et c'est comme ça que j'ai rencontré les gens qui m'ont permis de créer mon entreprise, de co-créer mon entreprise, que j'ai rencontré ensuite des gens comme Smile, comme des clients avec qui je m'entends très bien, et qui j'adore être à Bordeaux, c'est pas la question, mais vu mon métier, je pouvais pas rester, quoi. C'est pas possible. Ok. Voilà. Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms ? Oui, alors c'est quelque chose d'un peu douloureux parce que j'adorais Jean-Pierre Bacry, c'est un auteur. Puis alors, j'ai un problème, moi j'arrive pas à parler des gens que j'aime et qui sont morts. J'ai fini par les oublier. Je peux plus voir un film de Jean-Pierre Bacry par exemple depuis son décès, alors que je l'ai regardé en boucle. Et comme j'étais assez râleur, chez Open Wine on m'a appelé Jean-Pierre Bacry. Bon, après quand je suis passé chez Smile, c'est passé bon. Ils sont plus jeunes, si ça se trouve ils connaissent pas Jean-Pierre Bacry certains, donc non, mais c'était ça. Et puis je suis ours. On m'appelle l'ours. D'ailleurs, pour le prouver, je m'étais acheté un petit pendentif en or. Alors je porte la croix d'Occitanie parce que je suis presque pas très loin de l'Occitanie. Mais je m'étais aussi acheté un petit ours en or que je porte de temps en temps pour montrer que je suis un ours. Mais qu'un ours, ça peut être sympathique. C'est pas forcément les gens qui sont ours qui sont les plus méchants. Je me méfie beaucoup des gens qui sont gentils en apparence. Et j'incite tout le monde à faire pareil. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose ? Non, pas vraiment. Je pense que j'ai raconté à peu près beaucoup de choses qu'en fait j'avais jamais raconté. Je suis resté dans les clous de ce qui est racontable. En fait, c'est des sujets techniques, donc non, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai eu la chance. En fait, je pense que j'ai eu pas mal de chance. Tout le monde me dit t'as de la chance. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'on n'a pas de la chance. Moi, je suis un gros travailleur. Je travaille énormément. Ça m'a coûté cher d'ailleurs parce que bon, j'étais à Bordeaux, j'avais une vie de famille, hein, puis on m'a demandé à choisir entre Linux et la vie de famille. J'ai choisi Linux. Enfin, la vie de famille avec cette personne-là. Hein. J'ai choisi Linux. J'ai dit bon, je choisis Linux, donc voilà. Ça c'est. Mais c'était pas facile quand même. Et non, j'ai pas trop de questions. Eh ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé et accepté cette invitation. C'est sympathique. En fait, je pensais pas raconter autant de choses. Je pourrais faire une heure de plus, probablement. Mais ça suffit là, c'est déjà bien. Eh ben, merci beaucoup et très bonne continuation. On sent que les projets vont encore y en avoir pas mal. Merci, à toi aussi. Au revoir. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.